TV. Coucou tout le monde, coucou Léo, coucou Alex, je vous laisse terminer vos Yo. tweets. Yes. Coucou la rediff YouTube, n'hésitez pas à laisser le petit like, le petit commentaire, ça fait plaisir, référencement. Au programme ce soir, comme d'hab, analyse technique, actualité fondamentale et grosse annonce. J'espère que vous êtes prêts. Votre Ça ceinture. tisse fort là. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Coucou le chat également. Hop, j'envoie le tweet. Hop. Ça part. On a envoyé avec le compte Coin Academy ou pas exceptionnellement? Ça part, apparemment. C'est bon, ça, ils sont synchronisés, my boys. Alors la grosse annonce, je la leak maintenant, c'est qu'on a le contrôle total de toute la réserve de Luna. On a racheté tous les Luna aussi. au On passage. a racheté tous les Luna, voilà, et ça a bien se passer, mon garçon, t'inquiète pas. Non, on vous fait l'annonce bientôt. On laisse le temps au chat de démarrer. On va parler un peu analyse technique. Et puis voilà. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. On a bossé comme il faut. Et on espère que ça va vous plaire. Je tease pas mal, mais c'est une étape forte pour nous. Accessoirement, autre annonce déjà, on a passé la certification sur Twitter. Et ça, c'est un truc de fou. Quel bonheur. Franchement, ça m'est Média Gucci. certifié, j'aime bien. Le premier média crypto francophone certifié. OMG. C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreille. OMG. Asher, il est certifié ou pas, lui? Oui, hein. Ouais. Qui Asher? Ouais, il l'est. Ouais, on peut considérer que c'est un média. En deuxième alors. Bon, est-ce que vous passez une bonne semaine? Est-ce qu'en en tout cas une bonne fin de semaine, puisqu'on est dimanche, un bon week-end? Est-ce que vous avez passé un bon moment cette semaine sur le marché, ou est-ce que voilà, vous en foutez? Est-ce que vous avez fait des choses? Vous avez tradé? Est-ce que vous avez survécu? Est-ce que vous avez fait du DCA? Ouais, est-ce que vous avez fait du DCA? Est-ce que vous pensez qu'on va gerber plus bas? Ah, c'est un truc de ouf. Je me suis fait une petite perte de temps sur YouTube cette semaine. Tu sais, tu regardes un peu les grosses chaînes d'influenceurs trading, fonda, tout ça. Oh, let's go, yo-yo, bien joué. Il y en a qui perdent pas leur temps ici. Hein. Et c'est impressionnant le niveau soit d'opium, soit de bear. Ça annonce du BTC 13K et tout. Ça te tourne les athées dans tous les sens. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'il n'y a pas Franchement. juste milieu. C'est Ah non. que Max Payne a un gros range interminable. Ouais, moi j'ai un peu du mal à y croire personnellement, mais Bah après à tout, hein, pour le moment on est dans un mini range, qui lui-même est dans un range entre 0 et 69 000 $. Donc bonne chance. ça fait beaucoup de range là. Clair aux impôts. Ah, ça, c'est bien. Il est beau ton petit triangle là. Ouais, alors techniquement il est valide puisqu'il y a pas mal de points de contact. Il faut savoir pour qu'une ligne de tendance soit valide, il faut qu'il y ait au moins 3 points de contact. On en a 1, 2, 3, bon, au moins 2 ici, 4, 5, 6, peut-être 7. Donc on a une ligne de tendance qui est valable. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 points de contact. Donc pareil, elle est valable. Donc voilà, on va en reparler un petit peu après, une fois que tout le monde sera arrivé. Mais on est clairement dans une compression et voilà. Et au final, on a tendance à être impatient. Moi, je vais en parler un petit peu après de ce que je trade, de ce que je fais. Mais moi-même, dans ce range, je suis en mode, qu'est-ce que je dois trader? Est-ce que je dois trader que la sortie, que le break? Ou est-ce qu'il y a un meilleur risk-reward en achetant le bas du range pour viser une cassure ou en vendant le haut du range pour viser une cassure par le bas? Voilà, tout est une question évidemment de risque-récompense. Mais voilà, en ce moment, c'est un petit peu, c'est un range, donc c'est long, c'est chiant, c'est pénible. Mais on va en sortir tôt ou tard parce que pour moi, on est dans une localisation où on peut pas avoir vraiment de range. C'est-à-dire qu'on a un prix qui est pour moi tellement important. Soit on va avoir de l'acceptation en dessous des 30K et on va dégueuler, soit on va au moins avoir une réaction et un réveil des boules. Mais pour moi, on est dans une zone d'intérêt sur laquelle on a du volume et sur lequel, pour moi, on va avoir un retour de la volatilité. Donc voilà. Moi, le seul truc qui me casse la tête, c'est qu'on est vraiment cul et chemise avec le marché tradi américain, quoi. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les petits messages comme ça. Merci. Bien beaucoup. sûr. Tu parlais des marchés traditionnels, c'est ça? Ouais. Bah en fait, je sais pas si tu as vu le tweet récent de Hightech Capital qui est effectivement très intéressant où il te parle la situation Covid qui évolue pas trop en Chine où ils sont toujours dans une politique zéro Covid. Et à côté de ça, la situation guerre ukraino-russe, qui donne pas forcément envie d'investir d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas super rassurant. D'un autre côté, on sait pas quand on va en sortir.
Donc voilà. Il y a quelqu'un qui dit que Il y a l'interview la variole du singe. Ouais. ça fait plaisir. Mais comment ça, la variole du singe? Ah oui, il y a Ouais, Ouais, une nouvelle c'est maladie bizarre. une maladie un bizarre. Mais en nouveau- plus, c'est pas nouveau apparemment. Enfin, c'est encore. Est-ce que vous entendez bien Alex juste avant qu'on commence? Moins fort, mais on l'entend. Je peux peut-être rapprocher le micro. Voilà. Je peux me rapprocher aussi. Ouais. On est très proche là. Ah, C'est quoi le Twitter de Aztec Capital? Aïe, Steak Capital, il a dit. Excellent, attends, je te l'envoie. Elle a fait le beer market. Il m'a régalé. Aztec Capital, il m'a vraiment régalé là. Je pense que ça va Aztec Capital avec ça. Donc pour info, Aztec Capital, c'est un trader qui est très très early dans les cryptos. C'est un pote de Amy d'ailleurs. Ils se connaissent depuis quasiment 10 ans. Ils faisaient beaucoup de meet-up crypto sur Paris. Ils ont cofondé le microcosme de Bitcoiner sur Paris, etc. Et c'est quelqu'un qui a, comme son nom l'indique, qui joue toujours avec de très gros enjeux. C'est quelqu'un qui joue beaucoup à la psychologie de marché finalement, pas tant à l'analyse technique en tant que telle, et qui prend des gros risques avec des gros leviers. Alors, permettez-moi de dire que c'est normalement ce qu'il faut pas faire, mais lui, c'est la façon dont il a choisi de jouer. Donc, gros enjeux, gros gains, grosse perte, et du coup, son portfolio, ça a été les montagnes russes. Et sur ce bull run là de 2020-2021, ça a été un des plus gros profits sur FTX. Et donc là, actuellement, il a été très 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 bullish, même jusqu'à, je dirais, février-mars. Et là, il est un peu plus sur la retenue. Il prend des bêtes, comme quand le Luna c'est hard crash au sol, mais il fait un peu plus attention à cause du marché d'un point de vue macro. C'est ce que je disais juste avant, le marché tradi, etc. Voilà. Donc après, c'est pas parce qu'il a fait des très gros profits que c'est un prophète des marchés. Les marchés sont toujours plus forts que les individus, mais c'est un avis qui est toujours intéressant à prendre en compte. Bah, clairement, en fait, pour moi, il a un profil qui est dangereux pour le public un peu. Parce que, quoi qu'on en dise, il a pour moi un comportement à risque. Dans le sens où on est quand même dans une philosophie de je parie beaucoup pour gagner beaucoup, en gros. Ouais. Et je vis que pour parier. Et je suis prêt à mettre tout ce que j'ai sur la ligne pour faire le braquage du siècle. Ce qui n'est pas forcément un comportement que je condamne, hein. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'à un moment, j'ai été largement comme ça. Je pense que juste, il faut faire attention à ça et pas non plus que tout le monde s'y mette, parce que sinon, ça peut vite partir en sucette. Je pense que d'ailleurs, Émile l'a dit. Mais clairement, quoi qu'on en dise, c'est un trader qui a eu beaucoup de réussite, qui a gagné beaucoup d'argent. Et en vérité, c'est un des facteurs de comment on juge un trader. Non, Et pour moi, il a clairement sa parole a clairement un poids et je trouve toujours son avis intéressant à écouter. Moi, ce qui est risqué, je trouve, avec Aztec Capital, c'est que si tu connais pas grand-chose à l'investissement, au crypto ou même au trading en général, tu peux vite être tenté de te dire, je peux faire comme lui, parce que tu n'es pas dans l'analyse technique, etc. Tu peux regarder et te dire, ouais, en fait, il suffit juste de voir la tendance et en ce moment, le sentiment est baissier, donc je vais faire ça. Et du coup, tu peux plus facilement être tenté de te dire, je peux faire ça, alors que, non, du coup, non, c'est pas une parole de prophète, et c'est-à-dire que moi, je tiens vraiment à vous rappeler ça. Vous pouvez suivre tous les influenceurs que vous voulez, des bons, des moins bons, peu importe, ça n'a pas d'importance. Il faut toujours comprendre qu'il y a un lag entre ce qui a été tweeté et ce qui s'est passé sur le marché. Et si vous suivez les tweets de quelqu'un, s'il dit j'achète, il aura déjà acheté depuis un certain temps. S'il dit je vends, il aura déjà vendu depuis un certain temps. Donc si vous en remettez au tweet, vous aurez toujours un décalage avec le marché. Ce décalage peut vous coûter extrêmement cher. Je vous le dis d'expérience. Et puis même au-delà de ça, moi-même le faisant, en fait, il y a un décalage entre ce que tu tweets et ce que tu fais réellement. C'est-à-dire que, par exemple, je peux être baissier à court terme, mais je fais du DCA à côté. Ok. Donc il y a un tweet où je veux dire que je suis baissier à court terme, mais il y a 3 tweets, j'ai dit que je faisais du DCA et que c'était une fenêtre d'investissement, et peut-être que le mec l'a pas vu et il voit juste que je suis baissier à court terme. Donc, et puis même au fur et à mesure du temps, t'as juste tes positions en live. Moi, ça m'arrive que je fasse des analyses où les gens pensent que je suis bullish alors que je prends un short dessus. C'est compliqué. Donc voilà, prendre avec des pincettes et voilà. En vrai, dans le trading, je pense que c'est bien de s'imprégner un petit peu de gens qui réussissent, mais il faut aussi arriver à un moment où il faut limiter ses biais et écouter ses plans, parce que sinon on se laisse constamment influencer et on prend pas vraiment ses décisions, on prend des décisions basées sur les décisions d'autres personnes,
Et en vérité, quand t'es trader, enfin, faut éviter quoi. Faut trader ses convictions et ce qu'on voit, et non pas ce que X a tweet. Alors ça se trouve X qui a tweet, il a tout le temps raison ou très souvent raison, et il fait beaucoup d'argent et t'en feras peut-être en le copiant. Mais voilà, moi je trouve que c'est plus intéressant d'apprendre et d'être autonome que de constamment suivre quelqu'un. Donc c'est un peu, je pense qu'on essaye d'inculquer ici sur ces C'est lives. ça. Et en plus de ça, vous pouvez aussi sentir de la contradiction parfois dans les tweets. Alors, je m'explique par la contradiction. Comme il vient de le dire Léo, il peut très bien être baissier court terme et pour autant investir dans le même temps. Donc vous pouvez dire, mais pourquoi ça n'a pas de sens. Bah non, c'est que tu peux avoir différentes façons de travailler. Par exemple, tu peux avoir un budget pour faire des leviers, donc parier à la baisse. Donc, tu as vraiment la tête dans le guidon et tu travailles. Tu as un budget que tu vois sur du plus long terme où tu accumules de la richesse. Tu peux avoir différents types de budgets. Hein. Moi, par exemple, je fonctionne différemment. Je vais avoir de la grosse capitalisation, de la moyenne capitalisation, de la petite capitalisation. Par rapport à ça, je vais jouer des niveaux de risque. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, tu t'émutes, Léo. Ouais, mais c'est normal. OK. Il n'y a potentiel. Il n'y a pas d'écho parce que nous, en fait, on a un haut-parleur depuis tout à l'heure. Je me disais. Non, il n'y a pas d'écho. Ok, c'est carré. Potentiellement, par exemple, je peux avoir un actif à petite capitalisation où je sais très bien que je peux me prendre moins 60% dans la gueule ou prendre plus de 100%. Et c'est des actifs comme ça où tu sais ce que tu joues. Mais forcément, quand tu commences dans les cryptos, tu vois un gars prendre plus 100%, donc faire x2 sur son investissement, le mettre sur Twitter et tu dois te dire, putain, le mec se gave. Mais ce qu'il te dit pas, c'est que potentiellement, il y a d'autres investissements à côté où il s'est cassé la figure. Ah, j'ai même pas vu, ils ont fait une vidéo sur moi. Je connais pas du tout Bankable. Ils ont fait une vidéo de 1h40 sur mes coachs, je suis mort. J'avais pas vu. Bon, bah, je note. Je sais pas du tout ce qu'ils ont dit sur moi, honnêtement. Ça a l'air d'être positif, hein. Tu penses? Je sais pas. Oui, je pense. La formation gratuite vaut le coup. En tout cas, la question est ouverte. Bon. Ok. Bon. Ah ouais, ils ont fait ça bien, hein. Ils m'ont analysé, je suis mort, genre vraiment. C'est stylé, ouais. Je sais pas si c'est très positif ou pas, voilà. Il y a quelqu'un qui dit très positif, on verra, on verra. J'ai pas de jugement ou quoi, de toute façon j'ai pas vu la vidéo, donc on regardera. Je suis d'accord avec FatFat82, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui vont aller sous les tweets de traders et de personnes qui font de l'analyse technique et qui vont en fait rien comprendre au tweet et se lancer dedans. Et en fait, c'est le souci de Twitter, c'est que vous pouvez pas déjà prendre le temps de tout expliquer de A à Z. Vous pouvez pas revenir sur les explications que vous avez déjà faites. En fait, moi, comment je le perçois aussi, c'est que moi, mes tweets, ils sont pas là pour dire que ce que je pense, mais ils sont là pour faire réfléchir les gens, en fait. Ouais. Ils ouvrent ta réflexion, c'est-à-dire que moi, je te dis ce que je vois, et en fait, comme la plupart du temps, merci Kilou pour le sub, merci à toutes les personnes qui sont là ce soir, ça fait extrêmement plaisir. À chaque fois, je dis ce que je vois, et à chaque fois, pour moi, le trading, c'est si se passe ça, je fais ça, si se passe ça, je fais ça. Si on casse cette résistance, alors je reprends. Voilà. Et en fait, il y a des gens qui sont en mode, on a toujours pas cassé dans un ou des deux sens, et ils sont en mode, ah ouais, il est biriche. Genre, comment tu peux dire ça? Ça vient du souci que les gens veulent du tout cuit. C'est-à-dire que les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent pas lire les tweets pour apprendre ou pour quoi que ce soit, ils veulent juste lire pour dire, je fais quoi là, j'achète ou je vends. Genre, c'est pour ça que des fois, tu vas tweeter quelque chose, et quoi que tu tweets, la réponse ce sera, ouais, mais du coup, j'achète. Alors que même si t'as dit genre, ah, moi, je trouve que c'est pas top ce qui se passe actuellement sur le graphique de ça, ouais, mais du coup, j'achète, tu vois, genre, enfin, les gens sont dans le jeu du tout cuit. Pas quand je dis les gens, je généralise. Pour Ori, c'est, d'ailleurs, il y a le CEO qui en a parlé, et j'en ai parlé avec lui. Apparemment, de ce que je comprends, juste ils sont saoulés parce que il y a, en fait, dans la compte zone de FTX, mais qui voilà, incroyable. Merci Valentin pour le sub offert. Notre cher ami Valentin, d'ailleurs, qui a été interviewé sur la chaîne de Khan Academy. J'en profite parce que l'interview est bien sympa et elle a été très peu vue. Cool. Ah, Val de Cryptost? Ouais. J'ai pas vu le message. Ok. Merci beaucoup, Val. C'est cool. Je vous remets l'interview. Yes. Interview où on parle de ce que c'est de gérer un média crypto, d'être journaliste pour un média crypto, comprendre un petit peu plus notre univers. Voilà, c'est dans le chat pour les intéressés. Et merci à Swage aussi qui a sub et à toutes les personnes qui sont là. Mais ouais, je sais plus où on en était. On parlait du CEO de Rory qui est un petit peu saoulé parce que... Et voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que... Alors ça, c'est très intéressant. En gros, elle est sortie si jamais Yo-Yo l'interview.
En gros, tu as la Quant Zone sur FTX, qui est un espace où tu peux coder en fait des stratégies. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé à bien m'intéresser. En gros, tu peux dire si le prix de Bitcoin est au-dessus de X euros ou X dollars, à ce moment-là, j'ouvre une position. Ou toutes les semaines, ce jour précis, j'achète du Bitcoin. Ou enfin bref, tu peux faire plein de stratégies en gros. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait pas mal de fonds et de baleines qui l'utilisaient pour faire soit du DCA, soit vendre aussi leur bague de manière corrélée avec les SPL tokens, c'est-à-dire tous les tokens de Solana. Et en gros, apparemment, lui, en tout cas, c'est ce qu'il suspecte, c'est qu'il y a une grosse baleine qui a acheté beaucoup de tokens Ori et qui dump constamment le prix parce qu'il est en mode, il s'est surexposé et peut-être qu'il n'est pas satisfait de comment le prix bouge. Et du coup, il vend un petit peu ça graduellement. Le problème, c'est que si tu vends graduellement et qu'il n'y a pas une énorme demande en face, eh bien concrètement, le prix baisse constamment. Et donc, c'est pour ça que parfois, alors je peux montrer les graphiques, hein, parfois tu as des mini-rebonds, mais en fait, pour moi, les mini-rebonds, c'est le peu de fois où il y a une réelle demande acheteuse qui s'initie. Organique. Mais le problème, organique, mais le problème, c'est que le Là, reste. C'est vrai qu'il est pas beau, Laurie. Hein. C'est dingue. Donc, moi, je fais mon dessin. Oh là là. Et quand je vois ce graphique-là, pour moi, on va à zéro. Donc, c'est un peu le problème, quoi. Bon, grosse perte sèche pour moi, hein, je vous rassure. Mais je garde mon NFT. Moi, j'achète pour une raison. C'est sûrement une mauvaise raison, hein. Mais j'achète parce que pour moi, on arrive dans des capitalisations que pour moi, je veux voir défendues. On arrive sur 36 millions de market cap pour Ori. Ouais, mais attention au diluted parce que. Et mais même 370 millions diluted, il y a combien de projets qui sont au-dessus de 5, 20 ou 50 milliards diluted? En play to earn, pas beaucoup. Si on a un cycle où on rebondit, pour moi, on va arriver à des diluted de fou furieux. Hein, non, mais je suis d'accord. Mais au prime, on était à globalement 120 millions. Illuvium, au prime, on était à 1,2 milliard, tu vois. Ouais, mais moi, Illuvium, pareil, j'y crois, mais j'y mets pas les pieds par rapport au diluted, parce qu'il y a des gens qui l'auraient acheté moins de 5 $, quoi. Illuvium diluted de 3 milliards. Est-ce que je pense que Aurori peut faire une Illuvium? Il y a la barrière de Solana, mais voilà. Bref, on s'éparpille un peu. Je pense qu'on peut commencer sur l'analyse technique et ensuite enchaîner sur l'annonce que peut-être pas mal de gens veulent connaître. J'ai hâte. Du coup, je crois qu'on va faire la partie analyse technique rapidement. Du coup, on va prendre concrètement Bitcoin. Alors, Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Pour moi, Bitcoin, c'est assez simple. Ça dépend si on regarde le range en monthly ou en weekly. Mais globalement, pour moi, le range monthly, il est à peu près à 35 000, 37 000. D'ailleurs, en fait, avant, je le traçais pas de la même manière. Mais si on regarde réellement les clôtures et la demande, pour moi, elle se situe surtout là. En dessous, certes, on a eu des mèches, mais on n'a jamais eu de clôture en dessous. Donc, pour moi, les clôtures doivent rester proches et les mèches doivent quand même rester au même endroit. Pour moi, c'est le cas dans cette zone des 34-37 000. Et donc, en monthly, on est peut-être en train de casser ce range par le bas. Donc ça, c'est le premier problème. Par contre, si on regarde en weekly, moi, mon range, je peux le voir d'une façon différente ou par exemple, je peux le voir en moyenne à 34. Donc, ça dépend de quelle perspective on le regarde, etc. Tout ça pour dire concrètement que on a retracé de 61% toute la hausse qu'on a eue, donc de globalement 3-4 000 $ jusqu'à 69 000 $. On se rapproche du coup de cette zone-là qui est pour moi la fenêtre sur laquelle les investisseurs à long terme vont vouloir se positionner et défendre un petit peu la tendance long terme. C'est-à-dire que si on est dans une phase où on veut défendre la tendance long terme, ok, et donc continuer à faire des creux de plus en plus haut, bien généralement, historiquement, je ne vais pas tout retracer, mais on le fait entre 61 et 70% de retracement depuis le sommet. Okay, donc pour le coup, bien, on arrive proche de cette zone-là. Donc c'est la zone dans laquelle je vous ai dit que moi je faisais du DCA en tout cas. On est sur un support qui est assez clé, puisque c'est un support qui a été défendu un bon nombre de fois et qui représente le prix psychologique des 30 000 $. On a méché en dessous de ces deux mèches ici, qui fait que si les gens défendaient leur position et mettaient un stop loss sous ces creux-là, ils se sont fait sortir et du coup ça a créé une poche de liquidité et beaucoup de volume, notamment sur FTX. Alors on voit un petit pic de volume sur Bitstamp, mais il est bien plus important et c'est des volumes historiques sur FTX. Et en plus de ça, si je me remets en daily, ce que je vous disais, c'est que justement, on se replace au niveau du prix de production de Bitcoin.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les bandes rouges, donc là, entre le bas de la bande et le haut de la bande, eh bien, c'est le prix minimum de production d'un Bitcoin et le prix maximum sur la borne haute, notamment à partir des coûts d'électricité en fonction des zones géographiques. Il faut savoir qu'il y a des pays où l'électricité est moins chère que d'autres. Donc, ça crée une sorte de moyenne, une sorte de bande qui représente le prix de production du Bitcoin. Donc, on se retrouve dans cette bande de prix de production. Donc, on est sur le prix de production de Bitcoin. On est sur le prix des 30 000 $ qui est hyper important à défendre. Et on se retrouve près de cette reload zone. Donc là, on a quand même des éléments qui sont assez importants pour nous dire on a un prix important. Est-ce que pour autant, ça nous permet d'acheter? Pour moi, en tant qu'investisseur, oui, dans cette fenêtre bleue. Pour moi, en tant que trader, pas spécialement. Pourquoi? Parce que moi, en tant que trader, qu'est-ce que je cherche? Je cherche plusieurs éléments qui vont me permettre de racheter. Ça peut être une déviation, le reclaim d'un support, etc. Mais la majorité du temps, c'est quoi? C'est de la divergence, c'est une localisation intéressante et c'est une structure. Concrètement, la localisation, donc l'endroit idéal, l'endroit en tout cas qui m'intéresse pour prendre une position, que ce soit à la vente ou à l'achat, bah on l'a parce qu'on a les 30 000 $, prix de production, support weekly, etc. On parlait de divergence. En soi, pour moi, la divergence, elle est légère, mais on en a. Parce que ici, sur Bitcoin, on fait des clôtures de plus en plus basses. Donc ici, on a fait une clôture plus basse que celle-ci. OK? Et donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que ici, sur le prix, on fait une clôture plus basse. Vous le voyez ici. Mais pour autant, sur l'oscillateur, ici, on fait des creux de plus en plus haut. Donc des creux de plus en plus bas ici et des creux de plus en plus haut. Et derrière, on repasse au-dessus du zéro. Donc ça veut dire que ici, on a validé notre divergence haussière. Puisqu'une divergence haussière, c'est le moment où on a des creux de plus en plus bas ici et des creux de plus en plus haut, et le moment où on repasse au-dessus du zéro. Donc ça, on l'a. Donc on a validé la divergence, on a validé la localisation, et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, concrètement, eh bien, c'est une structure. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche en termes de structure? Moi, ce que je cherche, vous le savez, c'est des W. Et donc, pour moi, un beau W qui pourrait se faire en daily, c'est le fait que, bah, par exemple, on commence à reclôturer au-dessus des 31 300 en daily. Donc, si on commence à avoir un beau W ici qui se valide en clôturant en journalier au-dessus de 31 300, j'aurai un premier signe court terme qui me permettrait de me dire, OK, peut-être qu'on a un bottom temporaire. C'est intéressant. Encore une fois, ça n'empêche pas l'éventualité que ce scénario soit invalidé et que cette position soit perdante. On peut toujours faire ça, chasser des stops et repasser vers le bas. Mais en tout cas, je pense que si on passe au-dessus et que derrière on clôture en dessous des 28 680, c'est pour vraiment les enfoncer. Ce sera pas pour une chasse au stop, je pense. Donc, ce que ça signifie, c'est que notre invalidation, concrètement, qui serait de passer sous ce creux-là si on achetait au-dessus, eh bien, elle est valable, ou en tout cas, elle a du sens. Donc voilà, moi, à court terme, moyen terme, ce qui m'intéresserait, c'est une belle structure ici, sachant qu'on a tout le reste. Et après, donc ça, c'est plus pour le daily. Après, pour le weekly, moi, ce qui m'intéresse dans les éléments qui sont importants pour moi pour redevenir optimiste sur le marché, plus à moyen long terme, en weekly, c'est le fait qu'on fasse une clôture au-dessus des 31 800, puisque globalement, si je trace la ligne qui a été respectée d'un point de vue clôture, c'est à peu près ici qu'on se situait. Donc vraiment, une première clôture au-dessus serait pas mal, parce que ça voudrait dire que malgré cette mèche et malgré cette bougie baissière, potentiellement qui va se clôturer comme ça dans 4 heures, on va voir comment ça se passe. Eh bien, merci Doug Jay-Z pour le host. Merci beaucoup pour le host, ça fait très plaisir. Salut les gars. Ça voudrait dire que derrière, on ferait une bougie qui repasserait au-dessus de celle-ci, et donc potentiellement qui pourrait avaler la précédente sur un support avec de la divergence, etc. Donc on aurait quelque chose d'intéressant si on clôture en weekly au-dessus des 31 800. Et en mensuel, ce qui va être chaud en mensuel, en vrai, alors je vais juste enlever cette ligne comme ça, vous y verrez plus clair. En mensuel, le gros bloc sur lequel on doit, au-dessus duquel on doit clôturer, c'est celui-là, ok? C'est ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'endroit où on a clôturé. Ici, c'est l'endroit qu'on a cherché à défendre et sur lequel on avait un range entre les 45 000, 44 000 et les 37 000. Et donc, globalement, si on avait une mèche et donc on clôturait au-dessus de cette zone-là... Tu t'es fait host? Excuse-moi, j'ai un bug cerveau. Tu t'es fait host? Ouais, c'est ça. Je me suis fait host pour Jay-Z. Merci beaucoup. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. On est sur la T, là. On est sur la T. Et donc, concentré. Si on avait une clôture mensuelle au-dessus de cette zone-là, à la fin du mois, donc d'ici 9 jours, ce serait incroyable parce qu'on aurait une grosse mèche ici et ça nous montrerait que on aurait piégé énormément de vendeurs et qu'on aurait une réelle force acheteuse. Et ça nous permettrait de reclôturer au-dessus de ce support-là, sous lequel on a glissé. Par contre, si on clôture en dessous,
c'est pas très beau, puisque en fait, concrètement, ça nous montrerait qu'on aurait fait la clôture la plus basse depuis 1 an et demi. Ouais. Concrètement, on est dans une dynamique où on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, ce qui est la définition même d'une tendance baissière. Donc, si on regarde vraiment uniquement ça. En fait, le problème, c'est que si on clôture en dessous de cette zone ici, on casse véritablement la dynamique de on fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, qui était la définition même d'une tendance haussière et qui nous donnait un espoir, en fait. Donc après, ça se trouve, juste on va range et on s'en foutra, on va repasser au-dessus, et puis derrière on va remonter, enfin j'en sais rien. Mais voilà, moi en tout cas, ce qui m'intéresse d'un point de vue mensuel, c'est une clôture au-dessus de cette zone verte, et en weekly, c'est une clôture au-dessus de cette zone noire, et en daily, ce serait le fait qu'on valide un W. Donc ça, c'est des éléments qui me permettraient de prendre position. Pour balancer ça un petit peu, qui est une approche relativement optimiste, en tout cas moi je vous dis ce que je ferais si on arrivait dans ces scénarios-là. Ce qu'il faut quand même, là où il faut nuancer, c'est qu'on est toujours sous ces EMA 9, 13 et 18 qui historiquement nous ont servi de résistance à chaque fois qu'on les a testés dans une tendance baissière. Donc à chaque fois que le prix était en dessous de ces EMA et de ce biais, et bien concrètement, elles nous ont servi de résistance. On l'a vu ici, on l'a vu ici. Ici, on a une petite déviation, mais derrière, on a revu ici, ici, avant de casser par le haut. Et de même, on l'a vu ici plein de fois. Et donc, on pourrait avoir à nouveau cette occasion, même une chasse au stop. Et ce que c'est... Tu peux mettre mai 2021 pour voir un peu les EMA jusqu'où ça a plongé. Mai 2021, je trouve que celle en 2 jours, elle était plus clean. Ouais. Et on voilà. est allé jusqu'à on est allé jusqu'à 31 000. Tu Là, on a des vois, EMA qui sont encore plus basses que sur mes précédents. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que même si on valide ce W daily ici, on pourra arriver dans un scénario où on consolide et on piège. Donc, c'est malgré le fait qu'on a la localisation de la divergence, potentiellement une structure, je trouve que c'est un peu tendu quand même de prendre le trade. Après, voilà, moi, si je prends ce trade, c'est plus en mode, bon, bah, on a pris quand même une sacrée claque. Si à un moment, peut-être pour l'imaginer, c'est là. Mais il faudra une clôture daily au-dessus. Donc voilà, ces biais sont assez utiles. Et pour nuancer encore une fois mon propos, j'aime bien regarder peut-être un peu plus à court terme. D'ailleurs, lorsque le prix, par exemple, globalement, passe au-dessus, en dessous des EMA et tout, ça nous montre véritablement qu'on a changé d'environnement. Que là, on est passé dans un environnement où on était dans une tendance, puisque le prix était constamment en dessous ou au-dessus, donc là, en dessous. Et là, on est passé dans un moment où on fait le prix latéralise. Voilà, Ouais, et donc le prix latéralise. Et donc là, concrètement, on a un très beau range, sincèrement. Sur Bitcoin, ça fait un moment que j'ai pas vu des niveaux aussi bien définis à court terme. Peut-être que je regardais pas assez. On l'avait quand même à un moment avec les 44 000, etc. Mais voilà, là, c'est assez beau. Et donc, avec un range, donc une consolidation latérale, avec justement une borne haute sur laquelle les vendeurs se positionnent et une borne basse sur laquelle les acheteurs se positionnent. Si on regarde d'un point de vue plus chartiste, qu'est-ce qu'on voit? On voit une compression, puisqu'on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts. Okay, donc là, c'est littéralement ce qui nous intéresse, c'est qu'on est dans une compression et on est dans un range. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, prends une décision maintenant, c'est trop tôt, c'est hâtif. Mais lorsqu'on cassera dans un sens, voilà, il faudra surveiller de près parce que c'est pas inimaginable qu'on ait une reprise de la volatilité et que ça part dans un sens. Donc, quelqu'un qui dit celui que tu ne prends pas trop en compte les volumes, on voit clairement que dernièrement il y avait des gros volumes à la baisse et très peu à la hausse. Tu en penses quoi? Bah, des gros volumes à la baisse, enfin, faut qu'il y ait des acheteurs en face. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des gros acheteurs qui sont positionnés. Autre chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que les volumes, ils sont aussi générés avec les amplitudes. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de volumes. Bah, c'est normal, on a baissé énormément, on a une grosse amplitude de prix. Donc forcément, il y a plus de prix qui sont visités, et donc on retrace plus dans le carnet d'ordre, tu vois. Alors que quand on rebondit légèrement, donc des plus petits volumes parce que des plus petites amplitudes. Alors, c'est pas forcément 100% corrélé, mais il y a aussi cette donnée-là. Donc voilà où on en est sur Bitcoin. Juste, je te coupe avant que tu enchaînes, Léo. C'est voulu de ne pas du tout parler du marché tradi, du macro et de rester en full focus sur BTC dans cette analyse? On peut en parler. Moi, j'avais tracé 2 choses sur mon dernier stream sur les marchés tradis, notamment sur le S&P 500, qui, quoi qu'on en dise,
dicte un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin, puisque Bitcoin est relativement corrélé. Et qu'est-ce qu'on voit sur le S&P 500? On voit qu'historiquement, on fait des retracements soit de 20%, soit genre on va bien au-delà des 30%. Et voilà. Et j'ai regardé, j'avais tracé les Fibos historiquement. Putain, le crash Covid fait pas rire. Hein. Ouais, mais après, pour moi, le contexte est un peu différent, mais bref. Ouais. Mais voilà. Et donc, historiquement, soit on retrace à peu près de 18-20%, soit on retrace de bien plus 30%, on a des grosses paniques. Et globalement, ça coïncide à quoi? Au 38% de retracement de toute la hausse, ou au 61% de retracement de toute la hausse, si on les applique à ce qu'on a vu. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit sur le S&P 500? Concrètement, on voit que on a notre première zone qui est assez intéressante, c'est globalement le premier arrêt. Après toute cette hausse, si on trace justement le retracement Fibo, globalement, tu as le premier arrêt, qui est l'endroit sur lequel on doit trouver une réaction dans le sens de la tendance. Si on bottom sur les 31%, enfin sur les 38%, excusez-moi, ça nous montre que la tendance est forte, et si on fait de nouveaux sommets, ça nous montre qu'on est vraiment dans une tendance forte. Par contre, si on casse en dessous des 38%, la prochaine zone qui est véritablement intéressante, c'est celle des 3300, 3200. D'où je sors ces prix, évidemment, je sors des Fibos, mais en vérité, si on regarde dans les supports weekly ou monthly, eh bien, on voit ici que ici, ça servait de résistance, ici de support. Donc, on a fait un nouvel ATH et retesté cet ATH, donc c'est un prix qui est hyper important, qui en plus représente les 61% de retracement de toute la hausse. Et ici, sur toute cette hausse, si on regarde bien, des zones où on a eu un peu d'échange, il n'y en a pas eu 10 000. Et moi, je vois notamment celle-ci, où ici, on avait de la résistance. Ici, ça a été du support avant de faire un nouvel ATH et on est parti. On avait aussi un niveau qui était ici, mais qui a été beaucoup testé, 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, et ici, on l'a enfoncé. Donc, voilà, pour moi, on est potentiellement sur une première zone de bottom sur le S&P. Par contre, si on enfonce, on va enfoncer jusqu'au niveau suivant. Et pour moi, il y a de grandes chances qu'on aille enfoncer à peu près jusqu'au 3300. Ce qui fait que, bon, même si c'est pas un bottom et qu'on a un rebond et que derrière on enfonce, on a un potentiel rebond aussi sur Bitcoin et sur le marché des cryptos. Donc, voilà, j'avoue que je regarde pas non plus de fou le S&P. Moi, ce qui m'intéresse en vérité sur le S&P, c'est les endroits où j'ai des possibles bottoms, une possible fin du mouvement baissier pour au moins un rebond. Et si on a un rebond sur les marchés tradis, on peut envisager un rebond sur les cryptos. Et même si on n'a pas le bottom absolu sur BTC, on peut imaginer un rebond. Donc voilà, moi je fais dans tous les cas mon analyse sur Bitcoin, je fais mon analyse sur Ethereum, j'ai mes plans pour prendre des actions. Et en général, si par exemple sur Bitcoin, on a une clôture au-dessus de cette zone qui me permet par exemple de prendre une position, eh bien c'est qu'on aura rebondi sur le S&P. Donc je vais pas commencer à me dire, si le S&P fait ça, j'achète du Bitcoin. Ok, je surveille le S&P, je sais qu'il impacte Bitcoin, mais si en vrai les deux se suivent, c'est comme si je tradais le S&P, et donc ça revient quasiment même. En tout cas, je préfère regarder les niveaux de Bitcoin et d'Ethereum pour pas me prendre la tête, et je sais que le S&P l'impacte, mais voilà, si je commence à regarder trop de choses en même temps, ça va faire beaucoup de bruit, etc. De toute façon, c'est mon approche en tout cas. Pour passer la pommade un peu par-dessus et comme on dit toujours, faites ce que je dis mais dites pas ce que je fais. Encore une fois, je vous le dis à chaque dimanche, moi je suis très exposé toujours, c'est voulu. Mais aujourd'hui, donc on a une tendance baissière court terme qui est très prononcée, moyen terme je dirais même. Là on commence à se dire peut-être que sur du long terme, on va commencer à aller sur du baissier. Long terme. Je fais attention à mes propos. Très très long terme, Bitcoin reste haussier. Si tu dézoomes, tu vois bien que c'est la folie. Mais voilà. Et côté marché traditionnel, c'est la même histoire pour vous expliquer un petit peu. Donc, il y a le climat de guerre, il y a le Covid, on n'en est pas tout à fait. Et ne faites pas ce que je fais, tout à fait. Il y a le climat de guerre, il y a toujours le Covid qui traîne, surtout en Chine. Le climat de guerre peut s'étendre peut-être à plus que la Russie et l'Ukraine. Je dis pas ça pour vous faire chier ou vous faire flipper. C'est presque du factuel. C'est qu'aujourd'hui, il y a le terrain des Occidentaux et il y a les autres. Les autres, c'est les Russes, les Chinois, les Indiens et compagnie. Et en ce moment, tout le monde est en train de s'armer jusqu'aux dents, augmente les budgets pour la guerre, etc., etc. Donc pour le moment, on est sur du bombage de torse et on espère juste qu'on va retrouver une situation un petit peu plus diplomatique, mais simplement, voilà, les marchés sont très attentifs à tout ça. S'ajoute à ça, les chiffres de l'inflation aussi.
Voilà, on a imprimé de la monnaie, un truc de cinglé. Donc, c'est ça aussi qui nous a permis de pricer et de faire pousser le Bitcoin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme les chiffres de l'inflation sont absolument fous, eh bien, la Banque centrale américaine, la Fed, réaugmente ses taux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent on va augmenter progressivement les taux et tant qu'on ne verra pas une baisse de l'inflation, donc une augmentation des prix, on va continuer progressivement mais gentiment d'augmenter nos taux. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Si on augmente nos taux trop fort, trop vite, les marchés vont paniquer et si les marchés paniquent, on risque de créer un mouvement beaucoup plus fort à la baisse sur les marchés qui va entraîner une récession parce que c'est exactement comme sur les cryptos. Dès que ça sent pas bon, ou alors qu'on anticipe que ça va vraiment pas sentir bon, les gens vendent. Et plus l'anticipation elle est extrême, et plus la vente elle est extrême. Donc en fait, ça crée un effet boule de neige tout simplement. C'est pour ça que la Banque fédérale américaine, elle y va gentiment. Donc la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que l'augmentation de ces taux fasse que progressivement les gens commencent à se dire ça va pas être pire. Voilà, on va pas voir des chiffres de l'inflation augmenter, on va commencer à rentrer dans nos prédictions, ça va se calmer, ça va rassurer les marchés. Aujourd'hui, les marchés ne sont pas rassurés. Donc, ce que je veux dire par là, pourquoi je monopolise la parole, c'est que aujourd'hui, la tendance, elle est baissière. Il y a tout qui est baissier. Ça ne veut pas dire que ça peut pas rebondir, mais de façon rationnelle, factuelle, c'est baissier. Et jouer contre la baisse, c'est jouer à contre-courant. Voilà. Donc maintenant, tout peut arriver, mais simplement, factuellement, c'est baissier. Ouais. Je t'ai écouté, juste, je pense qu'on va rapidement aussi enchaîner sur l'annonce. Sur l'annonce, parce que globalement, Ethereum, c'est un peu la même chose que sur Bitcoin. On arrive sur le support équivalent des 30K. C'est une zone sur laquelle on avait de la résistance, du support. On a testé plusieurs fois. On a méché de mémoire rapidement en dessous de ces creux-là. Donc, tous les gens qui avaient mis leur stop sont fait fumer. Et on a généré pas mal de... Enfin, on a été chercher toute la liquidité qui attendait. Maintenant, on sert de cette zone comme support. Et à court terme, on se situe aussi dans un range, en fait. Donc, on est dans un range sur un endroit hyper important. Et en plus de ça, on s'approche de la fenêtre long terme sur laquelle les investisseurs se positionnent. Donc voilà, globalement, c'est un petit peu une analyse qui est similaire. On enchaîne sur l'annonce. Du coup, tu veux que j'y aille, Capette? Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Je vais tempérer avec toi, Alex aussi, t'inquiète pas. Ok. Je pense qu'on peut se remettre sur nos têtes comme ça. Ce sera nickel. Je peux checker. J'espère que vous êtes prêts. Petite annonce. Ouais, juste on regarde un truc. Les Chinois qui impriment. Vérification technique. Est-ce que tout fonctionne? On va voir sur la home. Hop. Hop. Déjà, il y a ça au moins. C'est bien le bon début. Non. Ça fonctionne pas, mais on a la home. Ok, bah je fais le tweet. Fais le tweet, ok. Ok. Bon, concrètement, ça fait un moment qu'on a fait Coin Academy. Ça fait 1 an, tout simplement. Ça fait 1 an. Donc, on a bâti de belles choses derrière nos écrans. D'ailleurs, on est super contents. On vous remercie tous. Ça fait très très plaisir d'avoir autant de soutien. Et on s'est dit que, au-delà d'être derrière nos écrans, c'était bien un petit peu de se rencontrer. Donc, on a fait dans un premier temps des meet-up. Je pense que les meet-up, c'était un bon moyen de vous rencontrer, de discuter. Et en vrai, on a eu des super bons retours d'expérience. Concrètement, les gens aiment boire de l'alcool et discuter. Et on s'est dit que c'était peut-être intéressant de faire quelque chose de plus poussé que juste picoler. Et donc, c'est pourquoi on vous annonce tout simplement la première conférence de Coin Academy, à savoir Coin Academy IRL. Donc, c'est une conférence qui va avoir lieu le 25 juin 2022. Elle aura lieu à Paris. Et au-delà d'être une belle conférence, ça va être surtout une conférence dans un endroit assez ouf, puisqu'en fait, on a privatisé une salle de conférence plus un rooftop dans un hôtel 5 étoiles, le Kimpton Saint-Honoré. Et pour le rooftop, c'est un des seuls rooftops à Paris qui a une vue sur les 12 plus gros monuments de Paris. Donc Arc de Triomphe, Tour Eiffel, Opéra de Paris. Donc ça va être magnifique. Pour l'occasion, on a ramené des intervenants qui sont assez cool.
de tous bords, que ce soit des gens qui sont peut-être orientés autour de la fiscalité, de la légalité, autour du trading, autour des DAO, autour du marketing d'influence. Donc voilà, on a réuni beaucoup de gens et on est tout simplement hyper content de vous y inviter dès maintenant. Donc, on va vous envoyer le lien directement dans le chat. Alors, hop. Je tape. T'expliques bien, Léo. Hein, j'ai rien dit, c'est top. Ça a été bien vendu. Je fais la petite précision Voilà. le temps que ça arrive dans le chat. On a choisi Paris, c'est notre première édition. C'est nouveau pour nous. Hein. Qu'on se le dise, que ce soit moi, Léo, Alex, c'est une première conférence qu'on organise. C'est tout nouveau pour nous. Paris, ça nous facilite la tâche, qu'on se le dise. Et on essaie de commencer, de faire les choses correctement, qu'on passe un bon moment, que ce soit professionnel, je l'espère, que tout roule. Et après, pourquoi pas, ça pourra se passer ailleurs. Mais là, on a choisi Paris parce qu'encore une fois, moi, je suis au Luxembourg, ils sont à Malte, un de nos associés à Paris. Ça facilite tout, tout simplement. Mais on sait très bien que Paris, c'est pas la France, c'est pas que Paris, c'est que voilà. On va le dire tout de suite avant qu'il y ait des petits cracks qui soient passés avant les autres, mais en gros, vous avez de la chance, ceux qui sont sur le Ceux qui sont sur le ceux qui sont stream. sur le live, ceux qui sont sur le live, ceux qui sont en train de regarder. Twitch 10, tout simplement, code promo comme des petites influenceuses qu'on est. Code Twitch 10, et du coup, les 10 premiers VIP, bah, vous aurez 10% sur le prix. C'est ça. Et il n'y a que vous qui êtes au courant pour l'instant, donc profitez. Donc pour vous expliquer un petit peu, du coup, comme je l'ai dit, on va avoir plein de sujets. On va avoir notamment sur l'investissement et la participation à l'écosystème NFT. Ouais, je vais zoomer, hop, que vous voyez bien. Donc on va notamment avoir une session, une intervention sur comment réussir dans les NFT. Du coup, pour cette occasion-là, eh bien, on a amené pas mal de gens qui sont pertinents côté NFT. On a du coup Alex qui a fait globalement son expérience NFT sur un peu plus d'un an et demi, qui a vu la naissance de Bored Ape, la naissance des mutants, la naissance des clones, qui a tout vu. On a qui d'autres sur l'intervention NFT? Sur l'intervention NFT, on a des vrais cracks que peut-être des gens connaîtront, d'autres connaîtront moins, mais comme disait, on a des spécialistes quand même, on a des gros collectionneurs. On a Gary de The Diggers, on a des gens qui travaillent dans des marketplaces NFT, à savoir Solanart, on a quelqu'un qui a écrit un livre sur les NFT et qui a plusieurs Bored Ape aussi, plusieurs clones, etc. Bref, des gens qui ont vraiment make it dans les NFT, et le but, c'est pas de vous ramener des mecs genre en mode juste ils ont créé leur projet. Là, on parle de vraiment réussir dans les NFT, aussi en tant que particulier. Puis là, il y a tout. Vous aurez des gens qui ont créé leur collection, vous aurez des gens qui travaillent pour des marketplaces NFT, vous aurez des gens qui écrivent des livres sur des NFT, des gens qui sont des collectionneurs, ouais. des gens des on va essayer de traiter un petit peu tous les sujets. Ils sont écrits de toute façon, hein, DAO, NFT, fiscalité légale, voilà. Etc. On essaie d'être un peu... C'est-à-dire que la conférence, elle va porter sur écouter des gens qui sont dans l'écosystème, qui ont créé dans l'écosystème, qui ont rencontré des difficultés dans l'écosystème. Le but, c'est que si jamais vous êtes... Comment dire, on va pas être dans une conférence où on va vulgariser, expliquer ce que c'est Bitcoin, ce que c'est la blockchain, voilà. C'est plus les bases. Là, c'est vraiment pour les gens qui sont passionnés, qui sont impliqués dans l'écosystème, clairement. Alors, c'est pas une conf pour les développeurs non plus, c'est vraiment une conf pour les builders, les gens qui veulent rentrer dans l'écosystème. Peut-être si vous cherchez un stage ou que vous voulez rencontrer du monde, vous allez pouvoir rencontrer du monde sur place et dans l'événement en VIP. Et c'est ça qu'on a cherché à faire. C'est ça un petit peu notre patte via cette conférence. En gros, on a participé à quelques conférences, c'est sympa, c'est toujours bien pour le networking, c'est toujours pas mal pour ce genre de choses, mais c'est toujours un peu qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que la blockchain, comme on disait, et pour la plupart des gens qui sont sur ce live, la plupart des gens qui vont payer pour se déplacer à une conférence et venir, parfois on a quand même envie d'apprendre plus, même si on est d'accord que le networking, rencontrer ce genre de personnes, des builders de l'écosystème, des grands acteurs de l'écosystème, des piliers de l'écosystème même, c'est toujours intéressant et c'est toujours cool. Mais c'est quand même cool de se dire j'ai passé la journée, j'ai appris des choses ou j'ai pu améliorer mes angles de réflexion. Donc là, on a voulu pousser un peu les choses avec des sujets qui sont quand même assez poussés. Je pense que sur des sujets assez poussés, donc moi, je vais parler de trading, évidemment. Mais au-delà même de moi qui vais parler de trading, on a ramené Captain Trading qui va parler de comment se couvrir de son exposition sur le marché crypto et comment survivre d'un bear market. Donc, on a quand même des gens qui ont de l'expérience, qu'on aime beaucoup, Julien Bouteloup qu'on aime beaucoup, Valentin de Waltio qui connaît parfaitement la fiscalité des cryptos et des NFT. Donc nous, aujourd'hui aussi, il y a une intervention qui me semble hyper importante, c'est comment créer son projet crypto ou NFT en 2022 et quelles sont les implications légales et fiscales.
Pour moi, c'est hyper important et je pense que ça va valoir largement des entretiens que vous puissiez avoir avec des cabinets, etc. Donc l'objectif, c'était vraiment de pousser l'étape suivante de votre côté et au-delà de ça, d'avoir un vrai moment où vous puissiez aussi faire du networking. C'est-à-dire que en vrai, ce qui est bien dans la crypto, c'est de diguer, etc. Mais moi, je peux vous le dire par expérience, ce qui ouvre véritablement des portes, ce qui va faire que vous allez réussir dans les cryptos, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un réseau et que vous êtes connecté aux bonnes personnes, vous pouvez aller vraiment beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin, sans déconner. Et donc, l'objectif de cette conférence, c'est aussi ça. C'est certes, vous allez pouvoir nous rencontrer, moi, Capet, Alex, mais vous allez aussi pouvoir rencontrer des gens qui sont très très bien dans l'écosystème et aussi rencontrer des gens qui vous ressemblent, avec qui vous pourriez bien vous entendre, diguer et aussi vous mettre des rats si vous le souhaitez. Mais voilà, et on va voir de tout. Pour expliquer un petit peu les prix, alors parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui réagissent par rapport à ça. Nous, on n'a aucun tabou par rapport à ça. Il faut savoir que organiser un événement, c'est un coût. C'est-à-dire que là, on vous parle d'une salle de conférence dans un hôtel 5 étoiles qui va être vraiment masterclass, qui va être magnifique. Donc, ça a un coût. Avoir un rooftop, donc le toit d'un hôtel privatisé pour une soirée avec vue sur les 12 monuments de Paris, ça a aussi un coût. Donc, moi, je peux vous le dire, si on pouvait mettre les places à 10, 20, 30 euros, on le ferait. Mais le problème, c'est que nous, derrière, on va, pour parler vraiment français, on va mettre des dizaines de milliers d'euros pour réserver la salle et faire, mais c'est littéralement ça, hein, et pour faire en sorte que l'événement soit possible. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des coûts, c'est que tout simplement, avoir ça a des frais. Le point important aussi pour les VIP, parce que les gens peuvent penser aussi que le prix est élevé, c'est que pour les VIP, vous allez avoir pas mal de choses pour vous remplir la panse. C'est-à-dire que vous allez avoir du très bon champagne, des vins, des assortiments de viande. Globalement, vous allez être restauré en fait. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et sur le rooftop, ça va être vraiment un moment privilégié, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir vous plug et parler en direct avec la Team Coin Academy et tous les intervenants. Et en plus de ça, nos partenaires. Donc, globalement, toutes les personnes qui sont très impliquées dans l'écosystème seront sur ce rooftop-là. Et c'est justement l'occasion pour vous d'y aller et tout simplement d'avoir un petit moment privilégié. Donc voilà, je remets le lien, si jamais, de la page dans le chat pour ceux qui l'ont pas vu. Hop. On l'a aussi tweeté sur Khan Academy. Il sera sur le site de toute façon. Voilà, donc je te laisse respirer un petit peu. Donc ça se passe le 25 juin. Ça se passe sur Paris, comme indiqué. Ça se passe. C'est quoi le nom de l'hôtel, pardon? J'ai peur de dire une bêtise. Kimpton Saint-Honoré, du coup. Ouais. Kimpton Saint-Honoré. Voilà. Kimpton Saint-Honoré. Il y aura toutes les informations de toute façon sur la page. Donc c'est une première édition pour nous. On a essayé de faire les choses bien. Je vois qu'il y a aussi des questions pourquoi avoir choisi cet endroit, pourquoi avoir choisi ça. Voilà, on a choisi de faire les choses comme ça. On va être un petit peu plus de 200 personnes. On sera un peu plus de 70, je pense, sur le rooftop en VIP. Le but, c'est de pouvoir avoir un peu plus d'intimité, un peu plus de proximité, échanger avec nous, échanger aussi avec des gens de l'écosystème, pouvoir faire du networking. Et voilà, tout simplement. Et on espère que ça va très, très bien se passer. Il y aura des images qui seront proposées en rediffusion sur YouTube. Et si ça se passe bien, on en refera d'autres, bien entendu. Mais encore une fois, c'est une grande première. J'insiste vraiment là-dessus. C'est un petit peu stressant de se dire qu'il va falloir remplir les slots, il va falloir organiser la conférence. On a envie vraiment de marquer le coup, que ça se passe bien, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'image. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire en tout cas et que vous êtes hype, même si vous pouvez pas venir forcément, que vous appréciez aussi l'initiative et puis peut-être que sur d'autres occasions, vous serez parmi nous. C'est ça. Donc, ça tombe pas un lundi, ça tombe un samedi de mémoire. Et on a fait ça à ce moment-là parce que c'était le moment où tout le monde terminait les cours, les partiels, c'est avant les vacances. Donc, on s'est dit que c'était... voilà. Et à Paris, sur le rooftop, il fera bon. C'est ça. C'est vraiment la bonne période. Je veux répondre aux questions par rapport aux places. En gros, la place standard, elle vous permet d'accéder à tout l'événement, de 14h à 20h, à toutes les interventions et une partie du networking qui se fera dans la salle de conférence, notamment aussi avec des stands de partenaires. Et ensuite, lorsque vous êtes VIP, en fait, vous continuez la soirée avec nous, après à 20h, sur le rooftop. Donc, ce sera du coup un toit privatisé de l'hôtel. Et derrière,
derrière, voilà, La soirée ne s'arrêtera sûrement voilà, pas au rooftop, je pense qu'elle ne s'arrêtera pas au top. Je pense pas qu'on puisse dire ce qui se passera sur ce stream, mais je pense qu'il y aura de belles surprises pour les gens qui nous suivent sur ce rooftop et après ce rooftop-là. Après Donc, le rooftop, on va pas se mentir, on aimerait Capet, je te laisse déjà visualiser, mais Non, mais moi, je visualise bien trop. C'est bien ça le problème. C'est que, en fait, il n'y a pas de programme, mais c'est parce qu'il n'y a pas de programme que ça va être un bon programme. En gros, c'est ça, les il y a un histoires. petit programme. Non, mais voilà, pour vous reciter un il y a- petit peu, pour remettre un peu de sérieux là-dedans, voilà, simplement, nous, on a fait quelques conférences crypto avec Alex et avec Léo. Et clairement, si c'est un écosystème dans lequel vous avez envie soit de travailler, soit au moins un side business vous y intéressez, la clé, c'est le networking. Et il y a forcément un début à tout. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les meet-up au bar. Là, on le fait avec un communauté un petit peu plus premium, on va dire. Vous avez vu les invités de toute façon. Et le but, c'est ça. Donc, je peux comprendre que ce soit un budget pour certains. Moi, il n'y a pas d'obligation d'achat. Je veux dire, si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas venir, il n'y a pas de souci. Il y aura YouTube. Mais simplement, je m'avance en disant que vous en aurez pour votre argent. C'est-à-dire que nous, dans les conférences qu'on a pu faire avec Léo, Alex, que ce soit le Solana Breakpoint ou le truc de Paris, comment ça s'appelle, Paris Web Blockchain Summit, t'en as pour ton argent parce que tu rencontres vraiment beaucoup de gens de l'écosystème. Ah, mais clairement, on va mettre notre âme dans cette conférence. Nous, on a envie de passer aussi tout simplement un bon moment avec vous. Et moi, sincèrement, alors chacun a des moyens différents, évidemment. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que c'est mieux pour vous de vous concentrer sur des événements, enfin sur du online, faites-le. Par contre, si vous avez les moyens de vous payer au moins la place à 120 euros, ou vous avez plus de moyens pour la place VIP, et que vous voulez vraiment vous placer dans l'écosystème, discuter avec des personnes intéressantes, je pense que c'est largement le cas de tous les intervenants qu'on a. Et en plus de ça, il y a encore à peu près 3-4 intervenants qu'on va dire qui sont restés secrets. En plus des personnes qui vont venir sans intervenir et qui vont c'est ça, mettre des personnes. C'est ça, des médias, des builders, etc. Voilà, je pense que vous en avez largement pour votre argent. Surtout qu'avec les places VIP, sincèrement, on marge vraiment beaucoup moins, quasiment pas avec par rapport aux autres places, parce que sur le VIP, donc avec le rooftop, etc., on veut faire un truc vraiment ouf et inoubliable. Donc voilà. Donc, on pourra malheureusement pas avoir tout le monde sur le VIP. Donc c'est pour ça que les places sont un peu limitées sur le VIP niveau quantité. Mais c'est un peu comme ça, et c'est aussi ce qui fait que le VIP sera plus intime et que on peut pas avoir tout le monde. Il y aura les intervenants, il y aura les sponsors et les partenaires, il y aura du coup des personnes. Forcément le VIP sera un peu plus restreint niveau nombre de places, mais on pouvait pas faire autrement, et c'est ce qui fait la beauté de l'endroit aussi. Et du coup, en gros, on vous fait le code Twitch10 pour 10% de réduction sur le VIP, et c'est uniquement valable pendant le stream. Côté capacité, je crois qu'on est à 210 personnes au total. Et du coup, il y a à peu près 70 VIP et 140 places standards. Donc, enfin, je veux pas m'avancer, mais je pense que les places vont partir vite. Il y aura pas de restock. On peut pas pousser les murs. On peut pas. Donc juste dès que les places vont être prises, il y aura pas de restock, il y aura pas de seconde chance. Donc voilà, ce sera probablement la seule opportunité pour y aller, les gars. Attends, vas-y, je te banne plus. Attends, tu voulais de la J'ai mon gars toxique dans le chat, je lui ai mis 10 minutes, il revient, il me dit c'est ça la liberté d'expression, vas-y, je te laisse, reste toxique. Mais pas trop, mais je te laisse. Juste les gars, du coup, pour reprendre un peu le chat, genre qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins? Il y a pas mal de questions paiement crypto. Pareil, comme le même principe de faire les places en NFT, etc. C'est le genre de choses qu'on aurait aimé faire, forcément. Vous nous connaissez, c'est vraiment quelque chose qui nous aurait tenu à cœur. Le problème, c'est que pour pas vous mentir, ça fait pas mal de temps que là on dort pas et qu'on bosse dessus. Donc ça prend beaucoup de taf en fait, on aimerait bien rentrer, on avait à cœur de pouvoir rentrer ça dans ce genre de date, qui est du coup le 25 juin, qui est l'été, qui est à Paris, qui est dans une période avant les vacances. Pas de paiement en UST. Mais après les partiels et les examens de tout le monde. Donc c'était compliqué de faire ça en temps, en heure, d'avoir les intervenants, d'avoir. Je pense que le plus important sur les paiements crypto, c'est aussi que, en gros, ça c'est vraiment je pense que vous vous doutez que par rapport à ce qui est build et tout avec Diamonds Club, c'est le genre de problématique auquel j'ai réfléchi. Et en fait, le problème en fait des paiements crypto, c'est que il y a aussi une phase où en fait vous déclenchez la transaction pour envoyer.
mais parce que vous utilisez une certaine blockchain ou que le processeur de paiement style Coinbase Commerce met du temps à valider, mais en fait, il se peut que la transaction passe uniquement en fait au moment où les places de l'event sont sold out en fait. Donc, si on sold out rapidement, il y a des cas où en fait, nous, on reçoit l'argent et vous n'avez pas votre place en fait. Alors que c'est sûr, faut pas utiliser Bitcoin. C'est instantanément. C'est instantané. Donc, sincèrement, les paiements en crypto, c'est bien. Et même moi, j'aimerais pouvoir dépenser en crypto. Mais quand il y a trop de gens qui essayent d'acheter en même temps, c'est problématique justement en crypto à cause des délais de transaction. Donc voilà, je remets le lien si jamais dans le chat, parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui le redemande. Je remets dans mon chat. Je sais pas dans quel chat c'était. Vas-y, envoie. Et voilà. De toute façon, toutes les infos sont disponibles sur le site Coin Academy. On vous en reparlera voilà, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Nous, maintenant, les next steps, c'est de bien structurer. On a le programme, mais maintenant, on va bien se mettre raccord avec les intervenants, avec les sponsors, etc., histoire que tout le monde soit content et qu'on passe un bon moment, hein, tout simplement. Moi, je suis un petit peu stressé. C'est vrai qu'on s'est décidé relativement vite. Mais on s'est dit vas-y go, puis le temps qu'on parle de faire de l'événementiel, on a dit vas-y on y va, on tente, et puis maintenant et voilà, et même je pense qu'on voulait un programme qui nous ressemble, c'est-à-dire que moi j'en ai ras le cul d'aller dans des conférences pour qu'on m'explique ce que c'est la blockchain et comment ça fonctionne. C'est cool, mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'est chiant quoi. Là on va vraiment parler sur le comment make it en NFT, sur les implications légales et fiscales de créer un projet crypto, comment préserver votre capital avec du hedging, la pertinence des DAO, qui est un mot, un buzzword que tout le monde utilise, mais est-ce que ça a vraiment un sens, ou même du marketing d'influence. On va avoir des beaux noms pour le marketing d'influence sur comment les influenceurs sont payés, par qui ils sont payés, est-ce qu'ils travaillent directement avec les marques, est-ce qu'ils travaillent avec des agences, quels sont les plus et les moins de ces trucs-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque intervention, vous allez aussi avoir des questions-réponses justement entre les intervenants et le public. Donc si vous voulez poser des questions à n'importe quel intervenant ici, ce sera quelque chose aussi qui sera possible via ces sessions, et en plus le rooftop. Clairement, et ce genre de sujet, c'est des sujets banger, parce que ça peut être très intéressant pour de nombreuses personnes. À un moment donné, c'est bien d'apprendre à acheter, vendre des cryptos, savoir comment repérer une tendance, etc. Apprendre un peu sur le fondamental, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça en crypto-monnaie. Il y a plein de projets qui se buildent tous les jours. Et du coup, il y a plein de talents qui sont nécessaires, et plein de personnes qui travaillent dans l'ombre. Et du coup, c'est ce genre de sujet, à mon avis, qui peuvent intéresser beaucoup de monde, où vous pouvez vous trouver une passion, un nouveau moyen de gagner votre vie dans quelque chose qui vous plaît. Donc non, vraiment, il y a des sujets qui nous plaisent à nous et qui, je pense, vont plaire à beaucoup de monde. Et je réponds à une dernière question. Pas si ouf que ça, le contenu, non, ça paraît pas non plus hyper profond. Alors je dirais que ça dépend des biais des gens. C'est notre conférence, donc forcément, on va vous parler de sujets qui nous intéressent, nous. Nous, on a lancé le média il y a 1 an, on est dans les cryptos depuis 4 ans et demi, 5 ans avec Léo et Alex. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Naturellement, c'est de faire fonctionner un média, c'est de comprendre comment build un projet, nous rapprocher des builders, nous rapprocher des gens qui font du NFT, etc., etc. Donc en fait, c'est des sujets qui nous parlent directement. Si tu es un profil qui est peut-être plus développeur, naturellement, tu vas plus aller sur des événements type THCC, Cosmoverse, Avalanche Summit, ce genre de trucs, potentiellement. Mais en fait, voilà, faut bien comprendre que nous, c'est clairement des sujets qui nous bottent, et c'est pour ça qu'on a proposé ces sujets-là. Voilà. De toute façon, je pense que les gars, ça reste assez flou. On voulait pas spoil l'événement entier non plus dès le premier soir. Donc pour l'instant, vous avez une petite idée de ce que vont être les sujets. On vous a pas non plus exactement décrit ce que ça allait être. Vous inquiétez pas, ça va arriver au compte-goutte. On va faire du teasing, c'est normal. Mais et voilà. Comme dit Capet, ça nous plaît à nous. Donc si vous aimez ce qu'on fait, généralement sur Coin Academy, vous allez aimer la conférence, c'est clair. C'est ça. Voilà. Je pense que de toute façon, ils ont bien compris le message. On va pouvoir enchaîner un petit peu sur la partie news et fonda. Je merci beaucoup pour vos messages en tout cas. Et puis on vous tient au jus rapidement. Vous avez toutes les informations sur le site. Si vous êtes sur la rediffusion YouTube, vous avez le lien en description également. Je pense qu'on mettra un petit commentaire épinglé et on va pouvoir enchaîner. Je vois que vous êtes en train de bugger sur un message, les gars, non? J'ai lu sold out les places VIP. On a eu sold out les places VIP, donc ça me paraît bizarre, mais non, ça me paraît bizarre. Peut-être que c'est des places avec le code. On regardera ça. Je suis mis en intervenant, ouais. Moi, je pense que je vais être intervenant sur la partie DAO, justement. Pour être totalement transparent avec vous, c'est mes collègues qui ont pris les devants sur l'organisation de la conférence. Moi, je me suis occupé de ma chaîne YouTube, pour ceux qui me suivent un petit peu pour la partie gaming. Et maintenant, là, pour les prochains jours, prochaines semaines, ça va être d'être vraiment focus sur cet événement tous les jours pour que ce soit un banger.
parce que j'ai pas envie qu'on ait de problèmes de son, de problèmes d'image, que ça se passe pas bien, machin. Donc, on va essayer de faire un gros banger. Donc, je tiens vraiment à féliciter, du coup, Léo, Anto, Bat et Alex. Vous les avez encore jamais vus en live, Anto et Bat, qui font partie de nos associés aussi, mais ils ont vraiment mis la gomme sur cet événement. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion de voir toute l'équipe Coin Academy sur place à Paris. Ouais. Toutes les places épuisées? Non, je pense pas. Non, c'est que c'est. On verra, tranquille. Ils ont fait de la billetterie. Toutes les places sont en cours de réservation. Ah, ok. En fait, en gros, tout le monde est en train d'essayer de prendre sa place. Donc, Okay. Donc si quelqu'un se désiste, vous aurez une place. Voilà, c'est ça. En vrai, les gars, juste bonne chance. Hein, on va pas se mentir, ça va être la guerre. Je vois qu'il y a enfin, il y a quasiment 300 personnes sur la billetterie. Donc voilà, il y a 210 places. Bonne chance, les potes. Bon. On enchaîne sur la partie actu, Fonda. C'est parti. Voilà. Yes. J'enchaîne rapidement parce que pour les gens qui sont pas forcément intéressés par la conférence, j'avais pas envie qu'on reste bloqué dessus. Voilà, mais en tout cas, merci pour l'accueil, les messages et tout, ça fait hyper plaisir. Et évidemment, on espère vous voir là-bas pour le premier événement qu'on organise. Et je crois que c'est un des premiers événements qu'un média crypto organise, non? Je sais pas. Je sais pas. À voir. T'as le Pix qui est quand même de l'équipe Journal du Coin et Tahiti. Après, pour le reste, je sais pas. Peut-être que cryptofr.com, ils avaient fait un truc, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Je laisse prendre j'ai pris la main. Alors, je ferme tout ça. Donc, on va commencer par les actus crypto. Donc, rien de très croustillant, je trouve. Enfin, tout est relatif. FTX qui lance du coup le trading d'actions. Donc, ils tradaient déjà des actions d'ailleurs. Donc, comment ça s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans un terrain un petit peu plus légal par rapport à ça, c'est ça? C'est qu'avant, c'était un peu zone grise. Ouais, parce qu'on avait déjà des actions. Là, en fait, c'est directement, directement relié au Nasdaq. En fait, ils avaient quelques actions du style, en gros, ils avaient du Tesla Coin, mais c'était sous forme de jetons. Donc, en gros, c'était comme des ETF, un peu un ETF Tesla du même style. Là, par contre, ils sont vraiment reliés au Nasdaq où en fait, tu peux vraiment trader toute la bourse d'actions. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils le font genre sans commission, donc sans frais, toujours des frais sur FTX, sur le dépôt, retrait, etc. Mais sans commission sur le trading. Et du coup, c'est ce que disait SBF. Il disait, la question, c'est du coup, mais vous gagnez de l'argent comment? On n'en gagne pas. Donc en fait, ils font vraiment ça à perte. C'est pour faire de l'acquisition, pour que ceux qui veulent faire de la bourse et de la crypto, ils fassent tout à un seul endroit, en fait. Clairement, ouais. Et quelques jours avant, on apprenait que SBF achetait 7% des parts de Robinhood aussi, qui est une des plus grosses bourses US, qui, elle, par contre, a commencé à ajouter des cryptos récemment, petit à petit, du Shiba en l'occurrence. Yes. Ensuite, donc cette news, j'aime bien, même si elle est fraîche sans être fraîche. Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, évite la prison. Donc, pour vous expliquer rapidement, en gros, BitMEX, sur le bull run précédent, c'était l'exchange avec les leviers de dégène, les volumes, ça faisait rentrer du pognon à plus savoir quoi en faire. Je sais plus d'ailleurs où c'était localisé BitMEX, aux Seychelles, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était Seychelles. Et donc, en fait, quand les régulateurs ont commencé à dire rapidement, il faudrait peut-être appliquer de la KYC, disons qu'ils se sont pas empressés d'appliquer de la vérification d'identité sur leur plateforme. Donc, naturellement, quand tu as plein d'exchanges qui obligent à vérifier l'identité, l'adresse postale, etc., et que tu en as d'autres qui ne le font pas, les utilisateurs qui n'ont pas envie de le faire pour des raisons diverses et variées, il peut très bien y avoir des gens qui blanchissent de l'argent, comme des gens simplement qui n'ont pas envie de donner leur identité. Dans tous les cas, ils vont se rediriger sur des exchanges qui prennent pas la tête. Et du coup, BitMEX a récupéré une grosse partie de cette clientèle et ils ont pu faire passer un pognon de dingue sur la plateforme. Et comme Arthur Hayes est le patron de la plateforme, il a été accusé directement. Donc au final, il s'en sort pas trop mal. Je crois qu'il avait payé une lourde amende et là, il prend 6 mois de prison avec sursis. C'est ça? Alex, il me semble que tu avais traité la news. Il me semble que c'est du sursis. Il n'a pas mis les pieds en tôle. Et ensuite, il prend 6 mois à domicile, du coup. Donc 6 mois à domicile, pardon. 6 mois à domicile. Et ensuite, il a un truc du style 1 an et demi, en plus de ça, sur sursis. Et pendant ces 1 an et demi, il a demandé à avoir l'autorisation de voyager parce qu'il habite à Singapour. Pendant 1 an et demi, ils lui ont autorisé. Donc en soi, ça va. 6 mois à la maison et après, il rentre à Singapour. Ça va, pas à plaindre. Ouais, ça va. Pas à plaindre. Ensuite, on a OpenSea qui lance un nouveau protocole.
Donc, le protocole Seaport. Alors ça, j'ai trouvé intéressant. J'ai lu rapidement. J'ai pas lu de fond en comble. J'en profite que tu sois là, Alex. Si j'ai bien compris, c'est un protocole open source qui est lancé par OpenSea qui Ouais, permet de faire plus de choses avec ces NFT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les NFT sur OpenSea, c'est tu mets un ordre de vente ou un ordre d'achat à tel prix et puis basta. Là, ouais, l'idée, c'est de rendre les choses beaucoup plus liquides. On peut dire, par exemple, bah, vous voulez acheter un NFT qui vaut 100 Ether et vous possédez vous-même un NFT qui en vaut 40, par exemple, eh bien, vous pouvez proposer votre NFT à 40 plus 60 Ether. Donc, en fait, une sorte de troc sous forme de NFT et pas seulement exclusivement avec de l'Ether. Et ça va pouvoir se faire. Donc, ça, mm, c'est une première option. Il y a des options également qui permettent, je crois, de faire des paniers d'achat ou des paniers de vente c'est pour ça. pouvoir, pour pouvoir limiter l'impact sur les frais de gaz sur la plateforme Ethereum. En gros, faudra voir comment ils le mettent en place, mais apparemment, ça a l'air bien. On est les premiers souvent à critiquer OpenSea pour dire qu'ils ajoutent pas, ils implémentent pas assez de choses et que LooksRare, leurs concurrents, le font. Là, pour le coup, bon, après, c'est open source, donc comme tu disais, toutes les autres plateformes pour le mettre en place. Mais pour le coup, ça peut être intéressant. C'est ce qu'on disait. On en parlait beaucoup avec Léo. Léo, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. On pourra faire normalement des offres. On pourra faire des offres de collection sur des attributs en particulier. C'est-à-dire, je sais Ouais, pas, bah, pour prendre l'exemple des Bored Ape, vous voulez un Bored Ape en or, bah, vous faites une offre à 400 Ethereum sur Bored Ape en or sur la collection Bored Ape. Et en fait, tous les Bored Ape qui sont en or pourront accepter cette offre ou non. Donc, c'est quelque chose qui n'y avait pas actuellement, même sur aucune plateforme NFT sur Ethereum. Donc, c'est intéressant. Et ça, c'est le cas par contre sur Solana, toi, pour le coup, comme tu montres. ouais. Bah là, en fait, j'ai pris juste l'exemple de Solana. Moi, par exemple, j'ai un NFT avec le petit chapeau Twitter. C'est littéralement ça. C'est en gros Ouais, de se dire, moi, je suis prêt à prendre n'importe lequel de ces NFT tant qu'il y a cet attribut précis qui est le chapeau Twitter. voilà. En Donc gros, voilà. tu fais une offre à 39 sols, par exemple, et tu dis, moi, je veux n'importe lequel tant qu'il a ce chapeau-là. À 39 sols, j'achète. Et du coup, tous les propriétaires vont recevoir cette offre et ils pourront accepter ou non l'offre. Donc Yes. ça, en plus des trades, les trades, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, il y a pas mal de personnes qui avaient, comme tu disais, je sais pas, 3 NFT d'une petite valeur et qui voulaient un plus gros NFT. D'autres personnes qui voulaient se rendre plus liquides. Et du coup, bah, ils étaient obligés de passer par d'autres sites qui sont moins réputés, qui sont souvent sous forme de scam parce que les gens recevaient des liens de mauvais sites avec les mauvaises URL. Là, pour le coup, ça pourra se faire direct sur OpenSea. Donc en vrai, c'est intéressant. En vrai, c'est vraiment intéressant. On a une question intéressante dans le chat. J'en profite que tu sois là, Alex. Donc, ils avaient racheté la boîte GEM. Ouais. GEM, ça faisait quoi et en quoi ça a pu être intéressant peut-être dans l'élaboration de ce protocole? Alors, dans l'élaboration du protocole, pas forcément, Ok. parce que Seaport, ils sont à part. Mais j'aime, ils étaient en bonne progression, ils avaient une bonne croissance parce que du coup, eux, c'était complètement différent de ce que se faisait sur les autres plateformes et ils faisaient beaucoup, par exemple, le même délire que Genie.xyz où tu peux faire des offres, enfin pas des offres, mais des achats groupés, comme tu disais le panier tout à l'heure, où en gros, tu Mhm. pouvais faire, j'achète le floor de plusieurs NFT. Et en gros, ils faisaient ça sur plusieurs marketplaces, en fait, où eux, ils faisaient un genre d'agrégateur, si tu veux, de marketplace. Ok, ouais, ouais, je vois. Et du coup, Stylé. ouais, alors je sais pas ce qu'ils ont gagné vraiment véritablement à racheter Gem en soi, par rapport à cette par Ok, rapport bon, bah, on le saura assez rapidement, du coup. ouais, ouais. Ça marche. Mais du coup, Seaport, ça reste OpenSea. Ok, c'est open source, mais au niveau des frais collectés, ça se passe comment? C'est quand même dans les caisses d'OpenSea, les commissions. Ouais, en fait, non, du coup, le protocole, c'est juste, en fait, ça remplace, si je dis pas de conneries, parce que je suis moins tech, quand même, mais si je dis pas de Mhm. conneries, ça remplace Wyvern, qui en fait était le protocole utilisé par OpenSea quand tu faisais des paiements, des offres, etc. À chaque fois que tu Ouais, faisais la transaction ouais, ouais. MetaMask, tu passais par Wyvern, en fait. Donc, tu faisais une offre d'achat à Wyvern et une offre de vente à Wyvern. Et là, du coup, ça passe par, Seaport. Mais normalement, vu que c'est open source, n'importe quel marketplace NFT peut l'implanter sur sa marketplace, en fait. Donc, Ok. elle peut prendre le smart contract et l'utiliser pour elle. Donc, en Ok, soi, parce que la question naturelle, c'est de se dire pourquoi créer un protocole qui va cannibaliser le business précédent d'une certaine façon. bah ouais, non, en soi, ils vont récupérer leurs frais, en fait, dans tous les cas. Mais Ok. Ah, ok, ouais, je vois. ça passe par chez C'est- eux, donc les frais vont chez eux, tu vois. Eux, dans le Ah. protocole, il doit y avoir un truc qui fait C'est en qu'ils sorte. mettent à disposition une couche open source pour pouvoir faire évoluer le schmilblick, mais ça passe toujours chez eux. Ok. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, C'est assez Web3 comme façon de c'est assez Web3, fonctionner. surtout venant d'OpenSea, donc on prend. Hein. C'est- On peut que les féliciter. Bon, je te remets 10 minutes, Atom, mais en fait d'une parce que ça me fait rire. Je suis sûr que toi aussi ça te fait rire, et aussi parce que
parce que tu monopolises un petit peu le chat. J'ai mon frérot toxique ce soir. Ensuite, donc, le réseau de test Ethereum est prêt pour The Merge. Ah ça, on l'aura entendu un paquet de fois. Bon, petit rappel, The Merge, c'est Ethereum 2.0, c'est le passage en Proof of Stake pur et dur, puisque là, actuellement, Ethereum, c'est du Proof of Work et du Proof of Stake. Le Proof of Stake qui ne gère pas la partie transactionnelle, d'ailleurs, pour le moment. Et ce serait assez sûr pour août. Même Vitalik a l'air plutôt confiant. Donc maintenant, on va voir. Mais visiblement, ça se passe bien. En tout cas, tous les tests qui sont en train de s'enchaîner se passent bien. On va avoir d'autres tests pour le 30 mai et le 8 juin. Donc on va voir au fur et à mesure des jours si ça se confirme pour cette date. Comme je l'ai dit sur Twitter, rendez-vous en décembre si ça annonce le mois d'août. Maintenant, on verra. Ensuite, donc la Corée du Sud qui enquête sur l'effondrement de Terra. Donc ça, on l'a vu. En gros, si vous voulez, Do Kwon, le créateur de Terra Luna, est coréen, sud-coréen. Et du coup, il y a un nouveau président, je crois, de la Corée du Sud qui, lui, est très pro-crypto. Et je pense que même si tu es très pro-crypto, vu ce qui s'est passé, ils peuvent pas laisser les choses faire telles quelles. Je crois même que Do Kwon, là, il habite à Singapour, d'ailleurs. Il vit plus... il vit plus en Corée du Sud. Alors pourquoi? Parce que Singapour fait partie des rares pays de ce monde à pas trop prendre la tête pour des business un peu en zone grise. Quand je parle de zone grise, je vous parle pas de fraude. C'est juste qu'il y a des pays qui sont tellement chiants en termes de réglementation que quand tu veux créer quelque chose de nouveau, on risque de venir te prendre la tête. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se casser, par exemple, en Suisse, à Singapour, à Hong Kong, etc., pour avoir un peu plus de flexibilité pour pouvoir entreprendre. Et c'est ce qu'a fait Do Kwon. Mais là, visiblement, la Corée du Sud va s'en mêler. Donc, je pense que c'est une affaire qui va durer énormément de temps. D'ailleurs, on peut noter qu'il y a une histoire de fraude fiscale à hauteur de 78 millions de dollars de la part de Do Kwon. Lui a réfuté l'accusation. Donc maintenant, ça reste dans les mains de la justice. Moi, honnêtement, j'en sais rien. Si je devais donner mon avis, c'est toujours très facile de tomber sur quelqu'un quand il est au fond. Comme par hasard, il y a tout qui tombe d'un coup. On va laisser la justice s'en occuper. Il y a également une amende distincte de... Ah oui, 100 milliards, mais c'est des won. Donc, une amende distincte de 78 millions de dollars, là aussi, pour la Luna Foundation Guard. Donc, étant donné qu'il lui reste pas grand-chose, à mon avis, ils vont passer un sale quart d'heure. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière qu'il y avait le pôle compliance de la fondation qui s'est barré vite, parce que je pense qu'ils veulent pas assumer l'affaire. Non, mais ça va très mal finir. Comme tu disais, gouvernement pro-crypto ou pas, gouvernement pro-crypto ou pas, tu peux pas trop laisser passer ça. À voir, est-ce qu'ils vont vraiment pousser la chose au bout et faire des condamnations, ou est-ce qu'ils vont juste dire, regardez quand même, on n'est pas des salauds, on enquête et on vérifie que tout a été clair. Ouais, c'est ça. Bah là, je pense que de toute façon, Do Kwon, les gens se disent, ouais, lui, il est riche, il est bien et tout. Je pense que vu ce qui s'est passé, tu préfères vivre au SMIC dans ton coin plutôt que vivre ce qu'il va vivre pour les prochaines semaines et prochaines années. Moi, si je devais choisir honnêtement, avoir des menaces de mort, des gens qui veulent me monter dans l'air à longueur de temps, en sachant que le gars, donc Do Kwon, qui a créé Terra Luna, au moment où le Luna se pétait la gueule, il y a quelqu'un qui est rentré chez lui, qui l'a braqué, qui a pris des actifs chez lui, et c'est quelqu'un qui a été impacté à hauteur de, je crois, 2,3 millions de dollars à cause de la chute. Donc, quand tu as des cinglés qui viennent chez toi pour venir te monter en l'air, je pense pas que tu passes des bonnes nuits de sommeil. Voilà, moi, c'est mon avis. Ensuite, donc, Meta, l'entreprise derrière Facebook, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger, a déposé la marque MetaPay. Donc, MetaPay, qui était initialement à une entreprise qui s'appelle la MetaBank, a été rachetée. Je vous précise le prix parce que je trouve ça intéressant. Le nom de domaine a été acheté 60 millions de dollars. Quand on envoie 60 millions de dollars dans un nom de domaine, c'est pas pour bloquer un nom de domaine. C'est que normalement, il y a un petit business qui se prépare. Donc, j'imagine que MetaPay, ça va être le processeur de paiement de l'écosystème naturellement Meta, mais surtout de tout ce qui va venir dans la logique métaverse, je pense. Je pense que le futur du métaverse Web3, donc ça va être les cryptos, etc., mais le futur du métaverse Web2, il est clairement dans les mains de Meta, donc de Facebook, parce qu'ils ont dépensé plus de 2,5 milliards de dollars, je crois déjà, pour le développement d'un métaverse. Ils ont l'entreprise Oculus Rift, pour ceux qui ne le savent pas. L'Oculus Quest 2 est pour moi le casque à avoir. C'est pas le meilleur casque possible et imaginable, mais en termes de rapport qualité-prix, c'est la folie. Facebook, c'est très bien où il va et créer un processeur de paiement pour le métaverse,
ça peut être un bon move. Je pense qu'il y a des sous à faire. Ça peut être intéressant. Ensuite, les actus en bref. Donc, on a le fonds A7Z qui balance 600 millions de dollars pour de l'investissement dans l'industrie du jeu vidéo. Binance qui fait du recrutement pour la responsabilité juridique, parce que je crois qu'il y avait un ancien fonctionnaire qui s'était barré d'ailleurs quand ça sentait un peu le roussi pour Binance. Binance toujours qui souhaite l'approbation des autorités allemandes. Donc on a vu Binance enregistrer PSAN en France. Il faut savoir que enregistrer PSAN ne veut pas dire feu vert, tu peux faire ce que tu veux. Ça veut juste dire ok, tu peux commencer à faire des trucs. S'ils arrivent à avoir un agrément PSAN, aujourd'hui personne n'a l'agrément PSAN en France, et un agrément de la part de l'Allemagne, je pense qu'ils peuvent avoir un passeporting dans toute l'Europe, finger in the nose. Et je pense que c'est l'objectif d'ailleurs. Mais pour l'instant, ils n'ont pas, ils ont pas tous les agréments et toutes les confirmations côté français, parce que moi j'ai encore discuté avec eux récemment et ils peuvent pas enclencher à seconde, quoi. Ils ont que le premier niveau de PSAN, en fait. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu disais, mais c'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Il y a 2 niveaux et ils ont que le premier niveau. Ils sont accrédités, ils n'ont pas l'agrément. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le premier niveau, c'est ce qu'on a dans cette liste, avec les gens qui sont enregistrés PSAN, donc qui ont été en contact avec l'autorité des marchés financiers, qui ont commencé à mettre en place des choses, qui ont commencé à transférer de l'information pour que le régulateur sache ce qu'il se passe. Maintenant, vu la difficulté du sujet des crypto-monnaies, parce que en vrai, vous allez dire, je défends le diable, mais réguler le marché des cryptos, ça doit être du sport. Parce que entre les différents types de jetons, ERC20, les différents types de NFT, les différents types de sous-jacents technologiques, actifs financiers, etc., faire une réglementation saine pour le marché au global, ça va mettre très probablement des années. Donc, le vrai agrément PSAN, on n'est pas près de le voir. Mais en attendant, vous le voyez bien de toute façon, ça n'empêche pas aux exchanges d'opérer. C'est juste qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à avoir un bout de réglementation. Et à ce moment-là, les pays, principalement en Europe, parce qu'on est les champions du monde de la réglementation, vont commencer à dire, soit tu viens t'enregistrer chez nous, soit on te coupe la clientèle française, parce que si jamais on te coupe la clientèle française et que tu continues d'opérer, on va appeler tes banques, on va appeler les gens qui bossent avec toi, on va les menacer, on va les mettre mal, et ça va pas le faire. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Voilà. Ensuite, donc, on a Avalanche qui a communiqué sur les réserves en AVAX de la Luna Foundation Guard. Il faut savoir que Terra Luna, donc, ont une fondation qui avait acheté des bitcoins, mais aussi des avalanches pour backer son stablecoin. Le but, c'est quoi? C'est que en cas de besoin de liquidité pour buyback l'UST, ça permettait de repeg l'UST à $1. Bon, pas de chance. Au final, tout s'est pété la gueule avant. Et de ce que j'ai pu voir, du coup, les avalanches qui ont été achetées par la fondation Luna sont encore lockées un certain temps. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont des avalanches qu'ils ne peuvent même pas vendre. Donc, les gens commencent à spéculer sur, quand ils vont vendre, vu qu'ils ont 1 million d'AVAX, en sachant qu'il est à peu près à quoi? Il est à $30 actuellement, ça fait 30 millions de dollars d'avalanche. S'il y a 30 millions de dollars d'avalanche qui sont vendus sur les marchés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fait fondre le prix du jeton? Et donc, du coup, Avalanche s'est expliqué par rapport à ça pour dire qu'au final, ça va. C'est par rapport au volume qui se passe sur les marchés, ça représente 1,5% du volume, je crois, sur une semaine. C'est pas très méchant. Je ne sais plus si c'est sur une semaine ou autre. Mais... Non, mais 30 millions, c'est rien. Hein. 30 millions, c'est pas grand-chose. Et tu les vends une semaine sans bouger le prix. Donc, Ouais, mais Avax, c'est pas non plus. Ouais, mais il y a beaucoup de volume quand même. Voilà. Ensuite, on a des articles sur la fiscalité. Donc voilà, des articles pour vous expliquer comment déclarer. On en a fait plein. Si jamais vous avez carrément la catégorie fiscalité, avec différents articles qui sont bien entendu totalement gratuits, qui vous expliquent comment agir. Nous, on fait la majeure partie de ces articles en partenariat avec Waltio. Je fais la petite précision commerciale. Waltio, c'est une entreprise française qui vous permet de connecter vos différents exchanges, mais aussi vos différentes clés publiques de vos différents blockchains. Je pense notamment à la majeure partie des blockchains EVM compatibles, mais aussi Cosmos, Solana, etc. Moi, je l'ai déjà utilisé en perso et ça vous permet justement de vous y retrouver au niveau des achats, au niveau des ventes et de vous faire une estimation de comment ça doit se passer pour déclarer ça aux impôts en France. Moi, je suis au Luxembourg, ça se passe différemment. Donc, la déclaration d'impôts gérée par la plateforme, elle n'est pas conforme pour ce que je veux faire moi, mais ça m'a tellement fait gagner du temps
que j'ai branché tous mes wallets, tous mes exchanges à la plateforme. J'ai sorti un rapport Excel, je l'ai envoyé à ma fiscaliste. Ma fiscaliste, à la mano, elle a fait le reste. Et là, je l'envoie à l'administration fiscale luxembourgeoise. Donc, ça peut vous aider. Je vous en parle. Je sais qu'il y en a plein qui veulent pas déclarer, etc., etc. Ça vous regarde. Mais pour les autres qui veulent faire les choses carrées, ça se passe sur Coin Academy. Vous avez les articles fiscalité. Je vous remets ça dans le chat. Ouais, tu peux mettre le lien dans le chat. Je pense que ça peut être cool. Voilà, n'hésitez vraiment pas à ce sujet-là. Donc là, les articles récents, du coup, dernière ligne droite pour déclarer ses comptes. On a l'article sur WildTO aussi qu'on a mis à jour. Je vous laisserai regarder ça. Je ne vais pas vous prendre la tête plus avec ce sujet-là. Mais c'est important. Voilà, sachez-le, c'est quand même important. Faites pas les fous. Ensuite, on a une présentation de la collection NFT OKBear. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une très, très grosse collection sur Solana. Et je ne sais pas si tu as suivi, toi, Alex, cette affaire. Ouais, il y a eu l'affaire Not OKBear aussi. Ouais, en fait, il y a eu Not OKBear, ensuite il y a eu Azuki OKBear, il y a eu tout un tas. Mais Not OKBear, ils sont fait têche de OpenSea. OpenSea, ils ont supprimé la collection au final, ouais. D'accord. Ils ont juste attendu de faire le volume et ensuite ils ont fait un bon volume. Une fois qu'ils ont pris un peu de frais, après ils ont. Ça fait un peu le Binance Luna, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. En gros, il y a la collection qui de base est sur Solana, qui a été complètement copiée sur Ethereum. La description, c'était la collection OKBear sur une blockchain qui fonctionne. Et ça a fait un volume de port jusqu'au moment où ils ont délisté d'OpenSea. Donc, ça ne veut pas dire que c'est supprimé de la blockchain. Les gens continuent d'avoir les NFT, juste tu ne peux pas les trader sur OpenSea. Et pour D-Gods, il y a quelqu'un qui commentait avant de reprendre. Nous, on est dessus. C'est-à-dire qu'on a un article qui est en rédaction sur la collection D-Gods. Et on est en étroite, entre guillemets, collaboration, en discussion avec l'équipe fondatrice de D-Gods. Donc, il y aura peut-être des choses qui vont sortir. Voilà. Oh, j'apprends des choses en même temps que vous sur ce live. Oh, des alphas. Ok, je ne le savais pas. Très bien. Donc voilà, petite présentation de la collection NFT OKBears. Là, c'est pareil. Vous cliquez sur NFT. Vous allez dans NFT, analyse de collection NFT. Vous avez toutes nos analyses de collection. On parle des marketplaces, des collections, etc., etc., pour bien comprendre l'écosystème. Oh, le petit leak. On n'a rien vu. On attend, ça va sortir sous. Ça devrait vous plaire d'ailleurs. Je peux pas trop en parler encore. Voilà pour les actualités. Est-ce qu'on revient sur des questions de la communauté? Est-ce qu'on reparle analyse technique? Comment ça se passe, les gars? Je sais pas, on peut peut-être prendre des questions dans le chat. De toute façon, j'aurai toujours plus de choses à dire sur la partie technique si les gens, si ça les intéresse. S'il y a des questions aussi sur la conférence, n'hésitez pas. Je vous remets le lien dans le chat parce qu'en gros, il y a eu un moment où, en fait, si vous voulez, comment elle fonctionne la billetterie, s'il y a plein de gens qui veulent acheter au même moment, en fait, elle va regarder par rapport au nombre total de places en vente et en gros, elle va faire en sorte que s'il y a plus de gens qui mettent une place dans le panier que de quantité disponible, il risque d'y avoir des gens qui vont payer sans pouvoir avoir la place en fait. Du coup, ils préfèrent recaler tant qu'il y a trop de gens en fait qui sont sur la billetterie. Du coup, le lien que j'ai remis dans le chat, je le remets. En gros, ça fait que en fait, vous pouvez acheter vos places maintenant. On a enlevé cette limite-là, donc voilà. Ça devrait refonctionner si jamais. Okay, des questions par rapport au marché, je sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Ils sont calmes ce soir. Hein ils sont calmes. Après, on a été plus calme aussi sur nos réseaux cette semaine. On va remettre le feu aux poudres dès la semaine prochaine. Quelqu'un qui me dit, vous savez combien il reste de place? J'en ai aucune idée. Ouais, c'est dur d'avoir un visu. Ça bouge beaucoup. Des conférences à des prix un peu plus abordables sont prévues dans le futur. Ça dépend du standard en fait. Si on baisse les standards ou qu'on trouve beaucoup de partenaires, c'est imaginable, mais autrement c'est compliqué. En fait, pour te répondre là-dessus, si je devais m'avancer un petit peu, c'est soit on fait des soirées type meet-up comme on a fait à Paris, et voilà, vous venez dans le bar, vous consommez et voilà. Soit on fait des conférences où tu fais des très gros volumes, tu fais rentrer tout le monde, ça pue la sueur, on n'arrive même pas à se parler, etc. Et là, à la limite, tu peux casser les prix parce que tu loues une grande salle, tu fais raquer les sponsors, donc voilà. Soit tu fais une conférence un peu plus
intime comme on l'a fait avec un comité plus réduit. Là, on va être à peu près à 210 personnes. Et à ce moment-là, on en revient sur ces niveaux de prix, sauf si on fait pas toute la partie networking, etc., etc. Mais ce que je trouverais dommage finalement, parce que c'est presque le plus intéressant pour les gens qui veulent vraiment dig dans l'écosystème. Donc c'est toujours une question de standard. On peut bien entendu tout faire, mais le but c'était quand même de faire un truc sympa qui marque le coup, quoi. Ouais, non, pour les petits budgets, c'est compréhensible. Comme disait Capet, on force personne à acheter. Et c'est pour ça qu'on fait quand même des événements gratuits où tout le monde peut venir. Là, c'est l'été, il fera beau, on en fera sûrement plus souvent. Dans des... Même à voir, il y a d'autres choses qui sont en train de s'articuler, vous savez un petit peu. Donc ça, on se verra, on se croisera ensemble, il n'y a pas de souci. Après, vous comprenez que pour inviter les noms qu'on invite sur ce genre de conférence et avoir ce genre d'intervenants et mettre ce genre de choses en place, forcément, ça a un coût. C'est pas 5 000 € comme j'ai pu le voir tout à l'heure, c'est un coût très élevé. Donc ouais, non, il faut qu'on tombe sur nos pattes dans tous les cas. Mais au moins il y en aura pour tout le monde. Il y aura Amy à la conf. En vrai, c'est possible. Je peux lui demander s'il n'est pas en vacances ou quoi. Oui, je peux lui demander. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il viendra avec plaisir. Bon, en tout cas, petite parenthèse marché, juste, il n'y a pas la fameuse capitulation. Tout le monde attend des capitulations. Mais en tout cas, il y a des alts qui ont pris déjà quand même sacrément cher. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer de prendre cher. Hein. Mais bon, s'il y a un rebond, le rebond serait sympa. Ouais, la capitulation, est-ce que c'est pas des potes à moi qui me disent je vends mes NFT maintenant parce que je sais qu'on va dip à 20K et... Ouais. Non, non, après la vraie capitulation, c'est ce qu'on a vu un peu en mai de l'année dernière ou en mars 2020, c'est quand les carnets d'ordre ressemblent plus à rien, qu'absolument personne veut acheter et qu'on enfonce les prix de manière extrême sur un très très court laps de temps et que tout le monde est au fond du gouffre. Après, franchement, ce qui s'est passé avec l'UST, Luna, etc., c'était pas Jojo non plus. Hein. Il y a quand même eu des gros plongeons. Je pense à Phantom, je pense à Avalanche, Harmony. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça a pris des claques, tout ça. Franchement, ouais. Alors Osmo, c'est encore pire parce que tous les jetons qui étaient liés à des paires UST sur Osmosis, on en parlait la semaine dernière, ça les a mis très 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 mal. Et ça peut être encore pire d'ailleurs. Donc bon, on va mettre du temps à s'en remettre. Maintenant, est-ce que ça va continuer de plonger? Je sais pas. De toute façon, on a besoin d'opium. Et en ce moment, qu'est-ce qui peut distribuer de l'opium? Bah, un peu plus de certitude par rapport à la réglementation, par rapport au climat de guerre, par rapport au Covid, ce genre de choses, quoi. Se sentir un petit peu plus en confiance dans l'investissement. Donc, il faut qu'on digère ce qui se passe. Vous étiez sur les marchés en mars, avril, mai 2020. Tu t'en souviens, Léo, comment ça s'était passé? On avait eu la grosse chute en mars qui avait assommé absolument tout le monde. Et après, en gros, je crois globalement sur cette journée, tout le monde était broke, tout le monde s'est fait liquider. Ensuite, on est parti en ligne droite et on n'a pas laissé d'opportunité aux gens d'acheter le dip en fait. Hein. Ouais, ça repartit en ligne droite. Ouais. Bah, tu veux, je peux partager mon écran, tu mais... peux reprendre la main, ouais. J'avais pris 3 jours à ce moment-là où j'utilisais pas mon téléphone. Genre, j'avais fait un challenge. En fait, ce qui était assez ouf, c'est j'avais fait un challenge. En fait, le moment où on range ici, pour moi, il est tellement inattendu, en fait. C'est-à-dire que ce moment où on range, c'est le moment où tout le monde pense qu'on va aller plus bas. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on est dans ce moment-là, où on va rebondir et tout le monde va attendre un dip et on l'aura jamais? Ou est-ce qu'on va avoir un truc qui va encore dip? Je sais pas. Moi, en vrai de vrai, c'est compliqué de se faire une opinion, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, je sais pas. Qui attendent 20K. Genre. Ouais, il y a tellement de gens qui se disent j'attends de ruine dans le marché. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, si on a un rebond, si on a vraiment un rebond, il va être tellement violent que, genre, je pense qu'il y a moyen que ça dépasse plein de gens, tu vois. Genre, les gens qui sont sideline ou qui ont vendu, etc. Est-ce qu'ils sont prêts à racheter à 40 ou 45K si jamais on repump? Ouais. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment la question que je pose, tu vois. Donc, encore une fois, c'est difficile de s'avancer tant qu'on est dans ces ranges-là, etc. Encore une fois, tous les traits noirs que j'ai mis, c'est tous les creux ou les sommets qui n'ont pas été revisités. Donc, potentiellement là où il y a les stops des gens ou de la liquidité à aller chercher. Mais voilà, on est dans un range, il se passe pas grand-chose. La seule conviction que j'ai, c'est que si on pump et qu'on n'est vraiment pas parti pour dip, il y a moyen qu'on pousse vraiment fort, qu'on fasse une bonne clôture mensuelle et que beaucoup de gens se retrouvent à FOMO in.
Le problème, c'est que il reste pas beaucoup de temps pour faire une belle clôture mensuelle. Alors, est-ce que faudra attendre hop. Est-ce que faudra Ouais. est-ce que en 9 jours on peut clôturer au-dessus de 35 000? En vrai, pour moi, ça me semble pas improbable, mais va falloir se bouger le cul. La question, c'est est-ce que on peut clôturer comme ça et derrière repousser fort au-dessus, je sais pas. Bref, Crypto Donald, c'est tight. voilà. Mais moi, en gros, la seule conviction que j'ai, c'est que j'achète cette box bleue, c'est sûr. Et après, mes convictions personnelles à court terme, elles dépendent évidemment de ce qui se passe à court terme. Donc, à court terme, on voit un petit range et puis on verra à partir de là. Mais Là, c'est voilà. sage, hein. De toute façon, ouais, là, pendant. Remarque, la clôture, c'est 2 heures du matin, c'est ça? Là, il est 10h30. Quelqu'un, il dit il y aura pas de rebond tant qu'on n'aura pas clarifié la situation macro en Ukraine et en Chine. Pour moi, on s'en branle, gros. Vraiment, genre. Pour moi, en fait, on peut aller à 45K ou 50K, genre, sans raison. Juste parce que, En, parce que en disant avec un petit morceau de raison. C'est-à-dire que dès qu'on nous dit, ouais, l'inflation, c'est un peu plus il y a sous pas de, contrôle, les et gens en fait, sont en mode, waouh! Tu pour vois. moi, il n'y a pas de raison, en fait. C'est genre juste, on trouve des raisons. C'est-à-dire, Oui, on trouve exactement, on trouve des le raisons. moment Oui, c'est ça. En fait, Exactement. vous avez, genre, on trouve une excuse et du coup, on n'a pas besoin que l'excuse ce soit toujours en rapport avec la guerre en Ukraine, même si c'est pas faux que, effectivement, si demain Poutine dit, OK, j'arrête tout et je rentre à la maison et je signe comme quoi j'attaquerai pas les pays voisins, bah oui, on pourra utiliser cette news comme excuse pour rebondir. Mais une autre news pourrait servir enfin, de la même conséquence et Mais tu vois, le même effet. quand je vois des gens qui disent que je dis nimp, ça me montre à quel point il peut y avoir des gens qui sont frustrés si jamais on rebondit fort, en fait. Ouais, c'est vrai. Et Non, non, mais encore une fois, on j'ai trouve pas la des conviction excuses. que Moi, j'ai pas la conviction qu'on va le faire. Là, je suis pas en mode demain on va à 45 000. Mais j'essaye de penser à tous les scénarios et je me dis, alors certes, si on va à 20K, on crée beaucoup de souffrance parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas acheter le dip. Mais est-ce qu'il y a pas tant de gens que ça qui attendent d'acheter le dip à ces prix-là, tu vois? Mm. J'ai moi, vu c'est quelqu'un sûr. tout à l'heure qui disait, ouais, mais il y a beaucoup de gens qui attendaient les 30K et on y est quand même allé, donc ça fait pas forcément tant de mal que ça. En fait, je me dis, est-ce que c'est pas aussi la façon dans laquelle on y va? Parce que tout le monde s'attend aux 30K, mais si tu y vas en traînant et qu'entre-temps, Mm, tu vois, mm. tu laisses le temps aux gens de changer d'avis ou de mal se positionner, etc. On peut faire la même chose et aller au 20K d'une manière assez particulière, du style un rebond d'abord à 45, 50 Il y et a un retour au reportage 20K. sur le Bitcoin ce soir sur TF1. Enfin, il y a Je eu le savais pas. reportage. Je savais pas. J'ai pas En vu. tout cas, c'était quoi l'excuse pour l'été 2021, à part toute la frénésie des NFT? Il n'y avait pas d'excuse. Les Euh, gens en dessous de En 30 vrai, 000, c'était ils le pas la crise voyaient des NFT là, hein, pour moi, hein. Si. bah, un Si, peu quand même. Hein. en vrai. Et Ah plus oui, la mais DeFi, la crise des NFT plus Mute. en quoi ça push Bitcoin, Ouais, genre. normalement, ça change pas. C'est, Si, c'est, parce que c'est- ça a ramené plein de normies dans le mais marché. non, mais c'est juste le moment où, genre, le S&P, il est reparti, non? Ouais. Après, les Je te NFT, c'est laisse vrai que ça a regarder le amené, ça a S&P. amené, Moi, je genre, me... ça a amené des millions d'Américains dans le marché, c'est sûr. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas que ça. C'est aussi Le l'échec de moment, stimulus, le moment c'est où on fait aussi un top ici, c'est le l'économie. moment où on fait un nouvel ATH sur le S&P. Donc, bon, le S&P, dans Ah, tous les cas, tu vois, le ok. S&P, il continuait de push pendant qu'on baissait ici, tu vois. Donc, Hmm. est-ce qu'on peut être décorrélé à la hausse? Je sais pas. Est-ce qu'on peut être décorrélé à la baisse? En tout cas, Moi, je pense que on peut être décorrélé et ça nous ferait du bien. En ce moment, on est carrément corrélé, mais t'espères on qu'on l'a sera pas toujours décorrélé. été. Ouais. Non, non, mais on n'a pas toujours été corrélé et c'est pas parce que en ce moment on est corrélé qu'on va pour toujours être corrélé. Et ça pourrait être d'ailleurs une belle excuse de se dire ah on commence à être décorrélé, c'est plutôt cool et on laisse le S&P faire sa vie et le Bitcoin la sienne. Mais Mais bon, bref, moi, dans tous les cas, en fait, pour moi, déjà, un prix repère, c'est le prix de production du Bitcoin. Genre, déjà, c'est fonda, genre. Pour moi, genre, acheter cette box, c'est moi loin d'être idiot, en fait. c'est petit indicateur, c'est petit, oui, c'est indicateur d'achat. Mais regarde ce qui s'est passé. Non, mais on Oui, peut mais passer en dessous. On en peut long passer en terme, dessous. en Mais long regarde, terme, si long t'achètes terme. là, t'es Ah toujours ben bien. oui, mais de toute Tu vois, façon, long long terme, terme, gros, si, toujours là, dans la même logique, là. tape sur Google hashrate Bitcoin. Ouais. Ouais, Va ouais, sur ouais. Google, tu tapes hashrate Bitcoin ou hashrate Ethereum. Tu Oui, non, vas mais. voir, Y a que ça. le hashrate fait des nouveaux all-time high. Les mineurs de Bitcoin n'en ont rien à secouer du prix actuellement. Ouais, Ils minent, ils minent, ils minent comme jamais parce qu'ils y croient à fond. Et ça, effectivement, c'est bullish. Mais ça peut durer très très longtemps. Et ça veut aussi dire qu'ils peuvent se tromper. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les mineurs, ils y croient.
très court terme, ils s'en battent les couilles, mais potentiellement, si le prix, imagine là, le prix continue de fondre progressivement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, au bout d'un moment, juste les mineurs, ils vont couper les machines parce qu'ils vont dire, bon, bah, je suis broke, je me suis loupé, quoi. Mais Donc je dis tout pas ça, que c'est. c'est le bottom absolu. Je dis juste que Je sais. c'est un premier, enfin, juste pour répondre aux gens dans le chat, c'est un premier point qui pour moi est signifiant. Tu peux pas, genre, l'ignorer, en fait. Après, il va jusqu'à 16 000, il va jusqu'à quoi, Ouais, il va 17 jusqu'à 000, 20 000 jusqu'à 20 et 000. on a déjà glissé en dessous. Mais, enfin, on pourrait descendre durablement sous les 20 000, mais à ce moment-là, le prix de production, il est ajusté parce que, enfin, Parce que les machines se débranchent, donc la voilà. difficulté descend, donc Et le à coût ce de moment-là, pour production moi, descend. en fait, si tu commences à avoir une baisse durable, par exemple sous les 16 000, pour moi, tu changes la tendance de fond long terme de Bitcoin. Tu vois. Hmm. Ensuite, j'ai un commentaire intéressant. C'est censé être une réserve de valeur Bitcoin. Alors ça, tu vois, ça, c'est la nouvelle légende qu'on a racontée. Parce que de base, Bitcoin, dans le white paper, c'est quand même écrit électronique peer-to-peer cash system. À la base, c'est un système de paiement en cash numérique. Toute la logique de réserve de valeur, patati patata, c'est un peu la propagande qu'on a rajoutée par-dessus. Mais à la base, c'est ça. C'est comme Bitcoin, ça doit être la monnaie. J'entends de tout, de la part de Maxi, non Maxi, etc. Moi, je vous dis juste, Bitcoin, c'est peer-to-peer électronique cash system. Et hors Lightning Network, sur le Layer 1 Bitcoin, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est cher, c'est lent, c'est voilà. Si on met Lightning Network, c'est de la frappe. Et d'ailleurs, je suis de plus en plus bullish sur la capacité des Layer 2 de Bitcoin à réinventer un petit peu ce que permet Bitcoin. Je pense à Lightning, je pense à Taro qui va permettre potentiellement des stablecoins, etc., etc. Peut-être dans un futur moyennement proche du zero knowledge proof, si on fait des hard forks ou des bidouillages qui vont permettre de faire des intégrations. Donc ça peut être pas mal. Bref, pourquoi je parle de tout ça Tout ça pour vous dire que ayez juste un plan de travail. Si vous êtes en investissement long terme, vous pouvez faire comme Léo, acheter entre les prix qu'on a actuellement et plus bas, 25 000, 20 000, etc., etc. Et si vous êtes trader, juste suivez votre plan. Moi, personnellement, j'ai rien à vous dire. Ça va monter, ça va descendre, j'en sais rien. C'est juste que là, on commence à rentrer dans des prix d'achat très intéressants. Que ce soit sur MicroStrategy, qui a acheté entre 10 000 et 50 000 dollars avec un prix d'achat moyen de 29 500, je crois. Tesla, qui a acheté entre 27 000 et 30 000 ou 33 000, je crois. Voilà, on commence à rentrer dans des prix d'achat d'institutionnels qui ont fait leur coming out, on va dire. Et naturellement, si on commence à chuter vraiment plus bas que 30 000, je m'attends à ce qu'il y ait des gros achats d'institutionnels. Ça ne veut pas dire qu'on aura trouvé le bottom, c'est juste qu'à ce moment-là, les gens vont recharger. Grayscale aussi a rechargé du Bitcoin entre, je sais pas, peut-être moins de 10 000 et 35 000. Et depuis, ils ne font que décaisser. Et c'est une info qu'on peut trouver publiquement. Alors attendez, je vous la retrouve tout de suite. Je pense qu'elle est pertinente. Je reprends l'écran, Léo. Grayscale, ouais, ils vendent depuis 60, ouais. Regardez bien, Grayscale, vous tapez ByBT Grayscale, voilà. Vous avez cette info-là, où on peut voir justement qu'ils vendent absolument tout, à l'exception de Solana, qui rachète en très très petite quantité. Donc, ils achètent pour le compte de leurs clients. Mais j'imagine que les clients, ils les conseillent. Et vous pouvez voir que Grayscale a accumulé du Bitcoin courant 2020 en très très grosse quantité, à des prix défiant toute concurrence, 9 000, 11 000, 10 000, etc., etc. L'accumulation s'est faite jusqu'à début 2021, c'est-à-dire à un prix de... allez, ils ont arrêté l'accumulation au bout de 32 000 dollars à peu près. Et depuis, ils font que vendre. Et pas en grosse quantité, hein. C'est-à-dire que en fait, ils ont des clients qui prennent quelques profits, mais voilà, on passe de 655 000 BTC à actuellement 640 000. Voilà, il y a eu 15 000 BTC qui ont été vendus. Il en reste plus de 640 000 autrement. Donc, vous vous imaginez bien que si ça a accumulé un truc de fou jusqu'à 33 000 et que là, ça se calme, potentiellement, effectivement, dès qu'on va rejouer des prix beaucoup plus bas, ça risque de réaccumuler beaucoup. Et ça pourrait être un indicateur sympa aussi de se dire que pour la première fois depuis très longtemps, Grayscale, pour le compte de ses clients, rachète du Bitcoin. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vérifie, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah si, un tout petit peu. Je sais pas trop quoi en penser, mais oui, clairement, ils vendent quasiment rien par rapport à ce qu'ils ont acheté. Donc voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou est-ce qu'on fait une petite coupure un peu plus tôt que d'habitude pour le live? Je pense que on peut s'arrêter là. Juste peut-être s'il y a des questions dans le chat, peut-être en prendre quelques-unes, mais Voilà. On est à mi-chemin entre le... du token OpenSea SOS, mais il n'y a pas de token OpenSea. Hein. C'est pas le token SOS, officiel OpenSea. SOS, c'est un airdrop et c'est autre chose que OpenSea. C'est justement une Ouais, marketplace concurrente c'est de les... mémoire. ouais, c'est les frais qui ont été dépensés à l'époque OpenSea, parce qu'à l'époque, il n'y avait que OpenSea, mais et le token en lui-même, bon, pour être honnête, ça fait belle lurette qu'on l'a vendu ici. Ouais. Ouais, puis c'était de l'argent gratuit. C'était de l'argent gratuit. Les airdrops, ça fait souvent un peu la même chose, pump, dump et ça Je repump. débarque à la fin du live, TLDR. Bah déjà, de 1, t'as la rediff. Et de 2, si jamais on a lancé une conférence, on lance une conférence le 25 juin. Si jamais tu veux Voilà. participer, mec. Et je remets le lien dans le chat. Et j'en profite, la rediff, elle est sur la chaîne YouTube de Coin Academy, on vous la réenvoie. Elle commence à faire son petit bout de chemin. Si vous avez en Ça fait tête plaisir. une altcoin qui s'en relèvera pas ou très difficilement, Luna? ouais, enfin, je vois pas de trop où tu Bah, vas en... des altcoins qui se relèveront pas, je pense que le Luna classique, parce que là, le Luna actuel va devenir Luna classique, restera un coin qui montera et qui descendra pour les parieurs, mais qui va partir aux oubliettes, naturellement. Ensuite, des altcoins qui ne se relèveront pas, bah, on a beaucoup d'alts du bull run de 2017 qui ont fait des petits rebonds sur le bull run de 2021, mais qui finalement partent à la cave. Hein. Je pense à Nexus, LTC. ARK, etc., etc. LTC, en vrai, LTC part à la en vrai, cave. Ouais. LTC, il y aura toujours de la spéculation Ouais, il y aura dessus, toujours. mais vraiment, en fait, je vois pas le futur de LTC actuellement. Hein. Pour moi, en plus de ça, LTC, j'en avais parlé, mais pour moi, LTC, quand il avait cassé sous ce support, pour moi, c'était terminado, genre. Parce que globalement, on faisait un M-top Hmm. weekly, enfin monthly. Et ici, c'est la zone sous laquelle on avait eu notre bear market, pour faire simple. On en était sorti pour derrière avoir un run quasiment proche de la TH. Et au final, pour moi, si on passait en dessous, bah, on retrace des prix. Genre, enfin, en fait, je vois plus l'intérêt du. En fait, le LTC, l'intérêt, c'était un intérêt spéculatif. On avait une énorme structure de retournement. Il y avait moyen de faire énormément d'argent sur ce cycle-là. Mais là, en fait, je vois pas la narrative, en fait. Non, c'est juste un Enfin, gros nom. En fait, c'est là où Si. on voit que les noms restent parce qu'il y a de la spéculation. Comme Luna classique, comme tu dis, il restera sûrement euh, parce qu'on oublie, mais Luna, ça a Monte le BSV, monte le BSV, ouais. Léo. Bitcoin Luna, ça a Satoshi une Vision. grosse capitalisation parce que c'est un nom, en fait. Et que du coup, il y a toujours des gens qui trade. Et LTC, c'est pareil. Hein. Le BSV, c'est une catastrophe parce que non seulement son créateur, c'est un malhonnête, c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé Satoshi Nakamoto, mais en plus, la particularité technique du BSV, c'est que c'est des blocs de 128 mégas, je crois. Et en fait, faire tourner un nœud BSV, c'est tellement galère et tellement cher qu'il y a de plus en plus du peu de nœuds qui restent qui disent bon bah on arrête parce que c'est le chaos quoi et qui c'est font quoi des trades People? Twitter. C'est quoi People? C'est la nouvelle Ah, connerie. Constitution Je DAO, sais, ouais, mais ça, je sais pas. c'était pendant l'ancien bull run, ça aussi, pas c'était l'année dernière. People? Ah Non, non, People, Non c'est non 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 récent. non. Constitution DAO? Ah non, moi je parle de People. Bah, People, c'est ça, c'est C'est Constitution ça? DAO, ouais. Ah ouais. Non, mais c'est récent, moi je l'ai vu pump récemment, je sais Ouais, mais genre pas. l'année dernière, en 2021, quoi. Quoi? Mais regarde sur KuCoin, c'est 2022 là, et Binance aussi, ça vient d'être Ah listé. ouais? Ouais. Ouais, bah, ça a direct, quoi. Listé en 2022, ouais. Ouais. Je sais pas, en vrai, tout est dégueu en fait. Hmm. Bah Ah. sauf le KCS qui est pas trop dégueu. KCS qui se relève, qui est pas loin d'un ATH. KCS J'aime qui était trop. notre coin favori pendant très longtemps. J'aime trop. Et KCS qui s'est bien relevé. Hein. Là, je suis en linéaire, mais en logarithmique, Hmm. on est pas si loin de ça dans l'ATH. En fait, de ce que je vois, moi, il faut surtout qu'on tienne ce support-là, en fait. Hein. Hmm. Je suis Pas moche, impressionné par cette mèche et ce rachat Ouais, sur le le KCS, rachat est chaud. honnêtement. pas moche, ouais. Je sais pas ce que ça cache, mais voilà, tu avais cette résistance, servait de support, et ici, malgré toute la chute, ce support aussi, je pense que là où on peut commencer à paniquer, c'est si on commence à clôturer en dessous. Tout ce qui est au-dessus et qui consolide, pourquoi pas, et avec un stop si on fait une clôture en dessous, mais après en daily, je pense que c'est une autre histoire, mais ouais. On a fait un vrai beau V-bottom. Ça, c'est moi ce que j'attendais sur Ethereum et Bitcoin, en fait, de base. Hein. Euh,
mais on ne l'a pas donné. Donc, Mm. et ouais, KCS Ben, BTC, ça doit être quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde KCS BTC. Régal. KCS BTC qui a fait des plus hauts par rapport à, à fin 2021, ce qui est absolument fou. Ça régale. Call de légende, celui-là. Hein. Oh oui. Ah, moi, j'ai toujours du KCS. J'en ai un peu aussi. J'ai plus aucun alt pratiquement, mais j'ai toujours du KCS. Et je me souviens en plus avec Anto et KCS, on avait fait une vidéo en mode. Acheter du KCS, NFA. J'ai toujours des miettes de Juno, ouais, mais j'en ai vendu beaucoup. J'en ai vendu 70% à $30. Les 50% qui restaient, enfin les 15% qui restaient, j'en ai vendu la moitié à $18 et le reste, je l'ai gardé. Voilà. Et là, Juno reprend un tout petit peu de couleur parce qu'ils sont en train d'essayer de se récupérer la communauté de développeurs de Terra Luna. Donc voilà. En tout cas, même des alts avec du très bon fonda, je pense à UOS notamment, que j'ai ape à $1 et qui est à 37 centimes. Il y a beaucoup de trucs qui se pètent la gueule, même Avalanche. Avalanche, on est monté à quoi 120 ou $140 à la TH, là il est à $31. Donc bon fonda, mauvais fonda, il y a beaucoup de choses qui prennent très 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 cher. C'est juste, c'est le marché, c'est comme ça. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que pour de l'investissement long terme, si vous êtes vraiment sûr de votre coup, ça peut être intéressant d'y aller gentiment, là progressivement mais sûrement. Mais ça veut aussi dire que quelle que soit la période de marché, les alts, ça restera toujours volatile. C'est pas une question de vous dire que c'est du casino, c'est juste que simplement il faut y être préparé et que on peut se prendre des grosses tartes dans la gueule, quoi. C'est un truc de ouf. Le fameux j'ai fait moins 90%, je peux faire que moins 10, bon. Ouais. C'est vraiment ça peut aller dans les deux sens tout le temps, et c'est le jeu des alts aussi, et c'est pour ça qu'on les aime, hein, d'un côté. Hein, Bah oui. Mais c'est sûr qu'il y a dû y avoir un paquet de blessés, hein. Parce que Voilà. quand tu vois les conneries qui passaient sur TikTok, gros, j'en ai vu des TikTok, hein, où ça lâchait des calls de cinglés. Sans parler du TikTok du gars qui avait fait un. Alors, je sais pas s'il l'a fait du coup, mais il proposait tu fais un crédit, tu mets ton crédit sur Encore, et du coup, avec les pourcentages d'Encore, tu rembourses ton crédit et genre, tu peux acheter une maison à 1 million pour 300K. Let's go. Ah bah là c'est bien. À part s'il a pris une assurance. Oh la catastrophe. Euh, Oh la catastrophe. Non, c'est pas drôle en vrai. Merci beaucoup Zéro pour le sub. Ok, Bon bah je écoute, pense qu'on on va terminer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour l'annonce, d'avoir été là pour la masterclass comme chaque dimanche. On se dit comme d'habitude, bah à tous les dimanches à minima pour parler crypto-monnaie. Vous avez le site Coin Academy avec toutes les ressources, que ce soit analyse fondamentale, actualité, pour vous intéresser aux cryptos et aux NFT. Moi, je vous dis à très vite. De toute façon, il y a moyen que ça stream un petit peu là cette semaine. On va être full-time crypto là pendant les prochains jours. Et pour ceux qui me suivent pour le gaming, il y a des vidéos optiques qui arrivent aussi. Merci Léo, merci Alex également. Toujours au rendez-vous, toujours motivé. Et on se dit bah du coup à très très vite. Et merci à Yacine pour les timestamps, tiens, pour ceux qui on va mettre la vidéo directe sur YouTube de Coin Academy. Dans la soirée, elle sera déjà là pour la redire. Et voilà, on vous met le lien dans le chat, comme ça au moins vous l'aurez direct. Voilà. Parfait. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube Coin Academy. Je vais couper la rediff moi du coup. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Tchuss. Ciao.